Monsieur le sénateur, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir ici en clôture de votre Assemblée générale de section pour cette conférence débat autour de cette thématique. Vous le voyez derrière moi, le rôle des forêts et de la filière bois dans l'atténuation du changement climatique. Un nouveau point de vue pour changer le monde. Juste, je vais me présenter parce qu'on va passer 2 heures ensemble. Nathalie Croiset, je suis journaliste, on va dire spécialiste des questions de transition écologique et donc régulièrement amenée à parler de la problématique de la filière bois. Donc c'est pour ça que je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Donc ce débat qu'on va avoir ensemble va s'appuyer sur une étude qui a été restituée il y a environ 2 ans, c'était en juin 2017, une étude qui s'intéresse donc au potentiel des filières forêt-bois françaises dans l'atténuation du changement climatique. Elle a été réalisée par l'INRA, et en particulier l'entité délégation à l'expertise scientifique collective, à la prospective et aux études, et également l'IGN, et à la demande du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. C'est pourquoi on est ravis d'accueillir, et juste là-bas avec nous, Jean-François Dautre, qui est directeur de recherche à l'INRA et pilote scientifique de cette étude. Donc c'est avec lui qu'on va détailler les différents points de l'étude dans un instant, parce que l'objectif aussi, c'est que ça va être dynamique et qu'on va présenter ça, on va dire, en plusieurs temps, et vous demander évidemment de réagir, d'interagir et aussi d'apporter vos réponses et vos solutions à la présentation de cette étude. Mais tout d'abord, j'invite à me rejoindre Bertrand Servois, donc le président d'Unisilva. Vous avez déjà le micro entre les mains, tout va bien. Bonjour. Alors d'abord, on va s'intéresser, avant de rentrer dans le vif de ce sujet sur le rôle des forêts et de la filière bois. Comment va cette filière ? Plutôt d'actualité. La filière. D'abord, la définir un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'une filière? Il y a d'abord l'amont. L'amont, ce sont tous les propriétaires forestiers, que ce soit l'État avec l'ONF, les communes forestières et les forêts privées que vous représentez ici, qui sont organisées pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux, avec des coopératives comme la nôtre. Ça, c'est déjà l'amont. Après, vous avez la première et la seconde transformation. Et après, vous avez le marché. Et puis l'opinion. Je vais dire quelques mots sur les trois, si vous voulez bien. Pour répondre à votre question, qui est comment va cette filière? L'amont. On a vu tout à l'heure dans les résultats de notre coopérative que l'année 2018 a été une année de bonne activité. Donc l'amont, et notamment dans cette région-ci, la forêt s'est bien portée. Vous avez eu une très belle glandée à l'automne dernier. J'avais un petit peu peur avec la sécheresse. Et on a vu que l'ensemble de ces glandées est en train de germer et les régénérations qui sont entamées vont être belles cette année. Donc c'est quelque chose qui est bien. À l'inverse et en contraste, si vous êtes dans l'est de la France, il y a un grand fléau qui s'appelle les scolites et qui attaque les épicéas. Ça a commencé dans le Grand Est, ça s'est développé depuis l'année 2018, on en trouve dans le Morvan également, et puis maintenant un petit peu partout en France. Et ça fait des très gros dégâts. Pour vous donner des ordres de grandeur, sur l'année 2018, c'est plus d'1 million de mètres cubes d'épicéas qui ont été récoltés, qui étaient attaqués par les scolites. Et ça veut dire que c'est des arbres qui, en 3 semaines, une fois qu'ils sont attaqués par ces rongeurs, dépérissent, sèchent sur pied, etc. Donc il faut aller très très vite pour les repérer, voir s'il y a de la sueur au pied de l'arbre, les récolter, les emmener en Syrie et les exploiter. Ce phénomène, le département santé des forêts nous a indiqué, c'est pas comme une tempête, c'est pas one shot, hein, ça va durer 3 ans et ça va augmenter. Donc cette année, on s'attend plutôt à avoir 2 millions de mètres cubes d'épicéas qui seront touchés, qu'il va falloir exploiter sur le marché français. Et puis l'année suivante, probablement également. Puis après, on a le cycle naturel des prédateurs qui vont venir et la maladie et l'attaque va baisser. Pour vous donner un exemple de comparaison, dans les pays de l'Est de l'Europe, entre l'Allemagne, l'Autriche, la Tchéquie, c'est plutôt de l'ordre de 20 millions de mètres cubes qui sont attaqués et sur le marché. Ça a pour conséquence de saturer le marché. Les sieurs ne savent plus où donner de la tête et les propriétaires voient tristement et régulièrement les cours s'effondrer. Voici un peu un contraste de ce qu'on peut avoir. D'un côté, les chênes vont bien, de l'autre côté, les résineux dans l'Est, les épicéas sont très attaqués. Ça, c'est pour l'amont. Pour la première et la deuxième transformation, c'est les industriels avec qui on travaille, à qui on livre nos bois régulièrement tous les jours. Tous les jours, toutes les semaines, vous avez des dizaines de camions
d'Unisilva qui vont livrer ces entreprises. Dans la région centre, vous avez des mérandiers, des tonneliers qui utilisent les meilleurs de vos chênes et qui en fabriquent des tonneaux pour le vin, pour le cognac, pour les alcools, etc. Cette activité marche très très bien. Plus de 70% de la production de tonneaux français est exportée. Pas les bois, les tonneaux. Donc c'est quelque chose que nos concurrents, nos acheteurs, notamment en Asie, ne nous ont pas piqué. C'est-à-dire que le savoir-faire, il est en France. C'est une industrie encore très manuelle. C'est du grand art. Et c'est ça qui offre un très très beau débouché pour vos plus beaux arbres. D'où la chose importante pour les producteurs que vous êtes, faites des arbres de qualité. Parce que s'ils sont de qualité, vous aurez quelques mètres cubes de mérins qui permettront de faire la valeur de vos lots et de sortir ça par le haut. Donc ces industries vont bien. Il y a des industries également qui vont bien puisque ça se développe en matière de peuplier. On l'a dit tout à l'heure, dans l'est de la France, dans l'Aube, il y a deux unités nouvelles qui se construisent pour faire du déroulage et de contreplaqué à partir de peupliers. Donc ça, c'est des éléments positifs. L'industrie du feuillu a besoin encore d'être beaucoup, d'avoir des investissements, d'être améliorée en compétitivité, etc. Mais c'est quelque chose qui se fait. Il y a déjà des moments privilégiés. Le troisième pilier de cette filière, plutôt difficile à cerner, c'est le marché. On a une organisation en France qui s'appelle France Bois Forêt, dans laquelle vous avez l'amont, l'aval de la première et deuxième transformation. Il n'y a pas les distributeurs et il n'y a pas les consommateurs. Or, c'est ces deux-là qui font le marché. Et je vais vous dire un peu le sentiment qu'on a et ce qu'on observe du marché, des consommateurs et de leur opinion. On aime le bois. Si on peut construire en bois, c'est bien. Si on veut avoir des parquets en bois à la place de la moquette, c'est encore mieux. Des objets en bois, c'est merveilleux. Se chauffer avec du bois, c'est sensationnel. Mais il ne faut pas couper d'arbres. Et ça, cette équation, elle est très très difficile à résoudre. Je ne sais pas à combien d'énigmes elle est, mais elle est très très difficile à résoudre. Donc voilà, dans cette filière, ce qui marche bien et ce qui ne marche pas bien. Alors, ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien, on va aborder maintenant le sujet évidemment de l'atténuation du changement climatique, en parlant notamment de gestion durable. Alors, selon vous, Monsieur le Président, quelle est l'importance pour les forestiers de la gestion durable? Je vais paraphraser ce que disait le général de Gaulle dans ses mémoires. La forêt vient du fond des âges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas d'hier, ce n'est pas d'avant-hier, c'est depuis toujours. On peut voir que cette forêt, elle a été constituée, elle s'est développée, elle a été repoussée à chaque fois où les populations augmentaient, parce qu'il fallait bien se nourrir, et dans ce cas-là, on rognait sur la forêt, on commençait à cultiver, à planter. Et pour donner un exemple, depuis 1820, la forêt française a doublé. Il faut retenir ça. Ça veut dire que des phrases du genre « la déforestation », ça n'existe pas en France, ça n'existe pas en Europe. Et la biodiversité, elle se trouve en forêt principalement. C'est là où vous avez le sanctuaire de... Il ne faut pas utiliser ce mot-là. C'est là où vous avez ce recueil de biodiversité, que ce soit par les plantes, que ce soit par les animaux qui s'y trouvent, etc. Le rôle de la forêt là-dedans est très très important. Alors, les propriétaires forestiers, eux, on se soucie de la transmission. La transmission, ça veut dire quoi? Ça veut dire une gestion dans le temps. Quand vous faites un plan de gestion, c'est pour 10 ans, c'est pour 15 ans, c'est pour 20 ans. Quand vous dessinez votre aménagement, je vois un de mes professeurs il y a quelques années, Marc Laporte, là, qui disait « Est-ce que vous êtes un gestionnaire ou un aménagiste ?» Et ça voulait dire quoi? Mais ça veut dire projetez-vous sur une révolution complète de régénération et de transformation de votre forêt en futaies régulières. Ça veut dire qu'on se projette sur une centaine d'années. Et cette projection veut dire qu'on essaye de faire en sorte qu'à chaque génération, il y ait des revenus, des travaux à faire, et des revenus pour pouvoir faire des travaux, etc. Ça veut dire que vos enfants, vos petits-enfants, vos petits arrière-petits-enfants, pendant une période de 30 ans où ils seront propriétaires, il faut qu'ils aient des arbres à couper qui soient bons à récolter. Et c'est ça l'aménagement. Eh bien, il n'y a pas beaucoup d'industries où vous faites cette réflexion sur 80 ou 100 ans.
Il n'y a pas très longtemps, je refaisais mon plan de gestion et j'ai mal dormi pendant quelques temps parce que j'avais un trou de production entre 2065 et 2085. Et on me disait, Bertrand, dans quelle industrie tu es? Vous voyez, ça paraissait complètement... Voilà un peu les préoccupations de la gestion durable. Alors, on va passer 2 heures ensemble autour de cette étude qui va nous être présentée par M. Dodd. Donc, qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Alors, vous avez tous entendu parler par les moyens de communication actuels, qu'ils soient des films, qu'ils soient des émissions de télévision, il y en a encore une hier, etc., que ce soit par les bouquins, que ce soit par Internet, que ce soit par la presse à sensation, lorsqu'il y a des mauvaises actions contre des coopératives, quand on brûle leur outil de travail, l'expression d'une certaine angoisse d'un grand public là-dessus. Nous, on doit travailler en explication positive. On doit travailler à montrer ce que l'on fait, à montrer en quoi la forêt française, est bien gérée, deuxièmement, n'est pas déforestée, 3, on préserve l'avenir, etc. C'est ça un petit peu quelle est notre préoccupation. Et dans l'exposé qui va avoir lieu tout à l'heure avec M. Dodd, il y a toute cette partie du changement climatique, de l'impact sur le savoir-faire, l'impact sur les décisions qui vont avoir lieu. Il faut savoir s'adapter, et je crois que c'est un des atouts des propriétaires forestiers, c'est de ne jamais savoir et de vouloir toujours s'adapter. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président. Bertrand Savant, on peut vous applaudir. Et vous allez évidemment suivre attentivement les propos et cette conférence et vous reviendrez en conclusion de l'événement. Vous l'avez dit, c'est vrai que la forêt a un vrai rôle à jouer quand on sait qu'elle stocke près d'un 5e des émissions nationales de gaz à effet de serre. Et on va le voir, le rôle de cette filière dans l'atténuation du changement climatique devrait s'accentuer d'ici à 2050. Alors je ne dévoile pas tout puisqu'évidemment on va le dire dans un instant. Donc venez à côté de moi, Jean-François Dodd. Bonjour, on est ravis de vous accueillir, un directeur de recherche. Donc, comme je disais, à l'INRA, vous avez été le pilote scientifique de cette étude que vous allez nous présenter. Alors, avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai envie de savoir un peu en quelques mots, je vous donne 180 secondes, savoir qu'est-ce que vous retenez. Alors, on le voit, c'est une forêt qui se porte bien, finalement. Bon, il y a des hauts et des bas et des choses plus ou moins positives, mais qui pourraient être encore mieux gérées. Allez, vous pouvez dire. En tout cas, différemment. Différemment, voilà. Oui. À défaut de mieux, voilà. Il vaut mieux dire différemment. Oui, c'est important le différemment parce que ça évite un jugement de valeur. Chacun essaye de faire de son mieux. C'est en tout cas notre point de départ dans le travail. La question, c'est comment on peut faire de son mieux dans le contexte évolutif qui est devant nous, qui concerne bien sûr le climat, mais aussi les évolutions sociales, technologiques, tous les besoins industriels de remplacement des procédés actuels qui sont considérés comme trop polluants, qui sont considérés comme mettant en danger soit le climat, soit les ressources de la planète, les ressources naturelles qui ne sont pas infinies. Donc c'était ça le grand défi de cette étude. On nous a demandé... On vous la pose la question si quand on coupe est-ce que couper du bois c'est bien? Monsieur Servois disait ça, mais finalement tout le monde veut du bois, mais surtout il ne faut pas y toucher. Ouais, je vais m'employer à le démontrer, disons. L'idée qui était dans la commande du ministère de l'Agriculture, et je précise que la restitution... Les conclusions de la restitution ont été portées par le ministère de l'Écologie, oui, qui n'était pas celui qui avait passé la commande, c'était le ministère de l'Agriculture, et sous le mandat suivant, donc c'est quand même assez porteur de sens. L'idée de la commande, c'était ne vous occupez pas seulement de l'atténuation du changement climatique, mais prenez la totalité du problème en compte, c'est-à-dire à la fois aussi l'adaptation et puis la question des grands risques qui peuvent mettre en péril les ressources forestières. Donc ça, c'est une commande assez difficile, un vrai défi pour l'ensemble des acteurs, et on a essayé de s'en acquitter du mieux qu'on a pu. Ce n'est pas le dernier mot sur le sujet, bien sûr, mais on espère que ça va être un mot important, en tout cas une étape importante. Et alors vous allez nous présenter 3 scénarios, évidemment, on vous fera réagir. Il y en a un qui est un peu plus audacieux. On se dit, alors sans tout dévoiler, que c'est peut-être vers celui-là qu'il faut aller. C'est ça c'est un des aspects déroutants de l'étude, c'est que le scénario le plus en rupture par rapport aux usages actuels, c'est aussi celui qui a la préférence des pouvoirs publics et de nombreux acteurs. Et donc là, là aussi, il y a un vrai défi.
Eh bien, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais vous proposer de commencer, parce que l'idée, c'est qu'on va séparer cette présentation, si je puis dire, en 3 parties. On va commencer, évidemment, à aborder la problématique du, alors certains diront réchauffement, d'autres dérèglement. On va parler de dérèglement, parce que quand on parle de réchauffement et qu'il fait froid, il y en a certains qui se posent des questions. Donc, dérèglement climatique, vous allez nous exposer un petit peu le contexte et puis les scénarios dont vous avez parlé il y a un instant. On va se poser la question spécifiquement de l'utilisation du bois. Ça, je sais que c'est un sujet aussi qui vous tient à cœur, parce que vous savez que l'utilisation du bois, ça peut être justement majeur pour l'atténuation du changement climatique. Et puis on s'intéressera aussi à la gestion des risques, donc en 3 parties. Et à chaque fois, je vous ferai réagir, interagir, je vous poserai une question, donc ça sera aussi très, très dynamique. Alors on commence avec la première partie, sur l'exposé du contexte, comme je le disais, dérèglement climatique, mondialisation, urbanisation. Vous allez peut-être partir d'abord aussi voilà, du contexte, comment ont évolué les forêts, qu'on en arrive finalement à vos fameux 3 scénarios. C'est ça. Donc il y aura 2 couches de contexte. Dans un premier temps, un contexte général, puis ensuite le contexte strictement forestier qu'on a commenté. Donc les auteurs, ils sont listés là, vous les avez cités. INRA, IGN, ce sont les 2 instituts qui ont porté le travail. FCBA et AgroParisTech ont contribué au travail, c'est pour ça qu'ils sont crédités ici. Et cet exposé a été préparé à 3 personnes, avec Alain Bailly de FCBA de Bordeaux et Jean-Charles Bastien, qui est mon collègue à l'INRA d'Orléans. Et puis un dernier aspect que je dois signaler, il y a un projet en cours pour et sur le développement régional, pour la région Centre, Val-de-Loire, qui s'appelle Défi Fort Bois, il a son petit crédit là-haut. Et donc les entretiens qu'on conduit là contribuent à ce travail d'animation avec les acteurs, toutes sortes d'acteurs concernés. Donc le point de vue que j'adopte dans cette présentation, il se place sur un certain arrière-plan qui dépasse très largement le cadre de la forêt et du bois. Et en particulier, ce qui est important de signaler, c'est que ce secteur est considéré comme un secteur clé dans une évolution générale de nos sociétés vers plus de sobriété, plus de durabilité et des performances multiples, c'est-à-dire les forêts sont illustratrices et pionnières dans la conciliation d'objectifs économiques, sociaux, écologiques, dans toutes leurs dimensions. Pour illustrer cette question, je vais donc aborder, comme vous venez de le dire, 3 temps dans l'exposé. Le premier qui sera sur la définition des scénarios, le second sur les usages multiples du bois et la bioéconomie, et puis enfin le dernier sur les risques liés aux défis climatiques. Alors avant d'attaquer la première de ces 3 parties, je vais quand même donner un bref rappel très rapide de quelques éléments de contexte général. Je crois que c'est important pour situer pourquoi la demande en direction des forestiers et de la filière bois est aussi importante aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la nouveauté de cette demande par rapport aux précédentes lois forestières? Il y en a à peu près une tous les 10-15 ans. Qu'est-ce qui fait la nouveauté de la situation actuelle? Vous avez tous les documents sur cette étude qui sont disponibles ici en ligne, sur les sites des 2 organismes, et j'ai donné une liste exhaustive des 23 experts qui ont contribué au travail, qui représentent des disciplines scientifiques très variées, depuis l'entomologie jusqu'aux sciences du bois. Je pense que vous allez vous débrouiller avec Unisilva pour que tout le monde puisse retrouver tout ça, évidemment, voilà, sur le site. D'accord. Alors, donc, très brève description du contexte. Vous le savez, il y a une urgence à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. J'insiste pas trop. Les tout petites inflexions qu'on voit sur cette figure sont vraiment epsilon par rapport à l'effort gigantesque que nous devons faire à l'échelle planétaire. Nous consommons trop. Ça, c'est une dimension de cette crise climatique et de la biodiversité dans laquelle nous sommes. Cette figure est vraiment impressionnante où on voit que la Chine, en 3 ans, a consommé plus de béton, enfin de ciment, que les États-Unis pendant tout le XXe siècle. C'est un résumé tout à fait saisissant de ce qui est en train de se passer aujourd'hui et de la façon dont nous sommes en train d'esquinter notre planète. Dans les solutions que nous trouvons très intelligentes pour résoudre le problème, nous créons aussi d'autres problèmes. Et la filière éolienne l'illustre tout à fait. On se pose des tas de questions sur la durabilité de cette filière, compte tenu de la quantité importante de ressources, de matières premières qu'elle consomme pour produire une électricité intermittente qui va donc pour laquelle il va falloir créer un backup avec d'autres procédés, en général avec des émissions de gaz à effet de serre comme des turbines à gaz.
Quand on regarde ici les émissions de CO2 de différentes régions du monde, différents pays, ce qu'on voit ici, c'est que la France est un tout petit joueur, et l'Europe en général, hein, et qu'elle a, parmi les pays développés, une assez bonne performance en termes d'émissions de CO2 par habitant. Ce qui veut dire que ce n'est pas les efforts qu'on est susceptible de faire en France qui vont avoir un impact planétaire, bien entendu. Le jeu va se jouer chez les très gros émetteurs actuels que vous connaissez bien. En revanche, si nous sommes capables de créer des nouvelles technologies, des nouvelles manières d'utiliser nos ressources naturelles qui sont économes en émissions de CO2, ça nous donne le potentiel de les exporter ensuite et donc d'avoir peut-être des nouveaux marchés dont pourraient bénéficier les sociétés françaises. En tout cas, des émissions de carbone qui ne cessent d'augmenter. On bat malheureusement des records d'année en année. C'est ça. Alors ici, je tiens toujours à situer le travail qu'on fait dans le contexte planétaire qui concerne notamment les produits bois, on l'a dit tout à l'heure, et dans lequel les relations ne sont pas évidemment équitables et sur un pied d'égalité. Le système des nouvelles routes de la soie que la Chine est en train de créer pour sécuriser ses voies commerciales montre très très bien comment le nouvel impérialisme est en train de se mettre en place. Donc la question, ce n'est pas les foucades de M. Trump, en fait, c'est qui vont être les acteurs majeurs du XXIe siècle. Il va y avoir l'Inde, évidemment, il va y avoir l'Afrique. Ce sont vers ces joueurs-là qu'il faut qu'on regarde et pas uniquement à notre porte. Et évidemment, ne parlons pas des bisbilles franco-allemandes qui paraissent vraiment toutes petites dans ce jeu-là. Alors là, je reviens à des aspects beaucoup plus territoriaux. Ça, c'est une carte de France de l'évolution de l'emploi, commune par commune, et les communes sont déformées à raison de leur population. Ce qu'on voit ici sur cette carte monstrueuse, c'est à quel point les métropoles sont en train de capter l'évolution de l'emploi, alors que les espaces interstitiels, qui sont représentés ici en vert, sont en train d'en perdre, et ça se reproduit de période de 5 ans en période de 5 ans. Là-dessous, il y a des enjeux forestiers, évidemment, puisque l'essentiel de nos ressources se trouve dans ces zones vertes, et également l'essentiel de nos besoins de création d'emplois. Et puis un dernier aspect de cette présentation très générale du contexte, je crois que ce sera le dernier, c'est que notre pays est sur une trajectoire de désindustrialisation. On voit qu'elle est très ancienne ici, ça remonte à peu près à une cinquantaine d'années. Et quand on compare les différents pays européens, on voit qu'il n'y a pas de fatalité à ce qu'on perde comme ça notre emploi industriel. L'évolution la répercussion sur l'emploi et les importations de toutes petites variations de la croissance sont très différentes, par exemple, entre la France et l'Allemagne, et c'est certainement pas étranger à la manière dont les différents pays ont choisi de répartir leur emploi sur le territoire, d'adopter des stratégies d'approvisionnement locales ou pas. Voilà, donc ça c'était juste quelques petits éclairages de contexte général. Je vais peut-être enchaîner sur cette partie-là avant Tout à fait, évidemment, parce que discussion. L'idée c'est de faire réagir justement à la question des scénarios, donc je vous en prie. Voilà, donc on va ici situer les quelques mots-clés qui sont là, donc comment on situe le reboisement, quelle trajectoire ça représente, et puis dans les différentes trajectoires possibles, j'ai repris l'idée de forêt sanctuaire, forêt gérée durablement, comment on peut les situer. D'abord, un élément ici de contexte européen, c'est que la plupart des forêts européennes stockent du bois à vitesse grand V, et depuis plusieurs décennies. Et dans le palmarès des 4 plus gros stocks, la France a le rythme le plus rapide, ce qui n'est pas indifférent complètement au fait qu'elle a beaucoup de feuillus qui sont actuellement assez mal valorisés. Donc le MERA ne fait pas la totalité de la valorisation de notre stock. Alors, hop, je suis censé aller, voilà, je vais de l'avant. Donc cette forêt, elle est en grande partie jeune, nouvelle, elle est issue de progrès de la surface par des reboisements ou spontanés. Ce n'est pas réparti du tout de façon homogène sur le territoire. Il y a cette grande diagonale que vous connaissez, dans laquelle on se trouve ici, nord-ouest, sud-est. Et la carte inverse, finalement, est représentée par l'intensité de prélèvement, qui elle aussi n'est pas homogène, n'est pas du tout homogène à la ressource elle-même. Les prélèvements sont très concentrés, restent assez concentrés dans des régions de vieilles traditions forestières. Alors, pas que je perde de temps. Ici, ce sont des travaux de l'IGN qui permettent de voir comment l'accroissement naturel de la forêt dans les différentes régions est réparti entre mortalité en rouge
les prélèvements en bleu et puis le stockage sur pied en vert. Ce qu'on voit, c'est que toutes les régions françaises stockent du bois, donc le coffre-fort s'enrichit chaque année dans chacune des régions. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que les arbitrages que font les différentes régions sont assez différents. Il y en a qui stockent beaucoup, il y en a qui prélèvent plus. Et ça, ce n'est pas uniquement lié à la jeunesse de la forêt, ce sont aussi des attitudes différentes des acteurs. Hop. Quand on regarde la même chose, ça c'est le taux de prélèvement des différentes espèces, on voit que la seule espèce qui, au niveau national, a un taux de prélèvement de 100%, c'est-à-dire on récolte l'équivalent de l'accroissement naturel, c'est le pin maritime. Alors on pourrait dire que dans les autres, il y a des espèces d'installations récentes qui sont relativement jeunes, pour lesquelles ça serait logique que le taux de prélèvement soit très inférieur à 100%, mais on voit que le diagnostic s'applique aussi aux chênes sessiles, aux chênes pédonculés, aux hêtres, qui sont des espèces tout à fait, depuis très longtemps présentes dans les paysages, qui sont dans leur écosystème et pour lesquelles l'explication par l'aspect récent de l'installation ne tient pas. Donc on sent bien qu'il y a là-dessous un problème beaucoup plus fort de sous-exploitation de la ressource. On le voit aussi dans ce calcul des prélèvements subdivisés entre feuillus résineux et puis les catégories de propriété, donc forêt publique, forêt privée sans plan simple de gestion ou avec plan simple de gestion. Donc, bien entendu, le comportement des acteurs, on le voit ici, est assez différent, mais il varie aussi fortement entre feuillus et résineux, ça il ne faut pas l'oublier. Les résineux sont beaucoup plus fortement mobilisés, et ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'ils répondent à des demandes de marché, à des propriétés technologiques recherchées. Et de ce point de vue, il est important de relativiser l'espèce de résineux bashing auquel on assiste en général dans les médias, qui fait qu'ils sont démonisés et qu'enrésiné est devenu quasiment un gros mot. Donc je pense que c'est très important dans le travail de communication qu'évoquait le président tout à l'heure, de ne pas oublier le rappel de ces phénomènes qui correspondent à des demandes des consommateurs in fine. Si le résineux se mobilise aussi fortement, c'est parce qu'au-delà, il y a la demande des consommateurs. Ça doit être, je crois, le dernier petit éclairage sur les trajectoires. Ce sont l'évolution faramineuse des plans de chasse depuis que l'outil a été créé. On a une multiplication par 10 à peu près pour tous les ongulés. Et ça, c'est quand même un élément très important. Ça veut dire probablement, lorsque le plan de chasse a été créé, on était en déficit de population pour ces animaux. Aujourd'hui, on a probablement dépassé la cible et on en a probablement beaucoup trop par rapport à ce qui serait supportable pour permettre une régénération efficace des forêts. Alors, pour traiter tout ça, dans l'étude, on a fait un gros travail de scénarisation et de modélisation. Alors, je ne vous décris pas trop toute la partie très scientifique de la modélisation et de la simulation, juste vous dire quelques mots sur les aspects scénarios. Donc, je vais beaucoup insister là tout de suite uniquement sur les scénarios de gestion-mobilisation. Il faut savoir qu'on les a combinés avec deux autres couches de scénarisation. La première, ce sont des scénarios climatiques. On a comparé le climat actuel avec un climat qui se dégrade très très vite. C'est le pire scénario du GIEC, le groupe international d'experts sur le climat. Et puis la troisième couche de scénarisation, ça concerne les crises forestières majeures que l'on a imaginées et que je décrirai dans la troisième partie. Oui, dans la troisième partie, tout à fait. Voilà. Donc, le premier de ces scénarios de gestion-mobilisation, l'appelé extensification. Je ne le développe pas trop, sachez simplement qu'il repose sur une récolte stable en volume à 50 millions de mètres cubes, volume aérien total, jusqu'à 2050, ce qui signifie que le taux de récolte diminue, puisque actuellement on est à peu près à 50% de l'accroissement naturel, et on diminuerait jusqu'à 37% en 2050, puisque nos forêts n'arrêtent pas de s'enrichir et d'avoir un accroissement qui augmente. Je pense qu'on peut dire que ce scénario est à peu près le tendanciel. Ça a été beaucoup disputé. Ça ne faisait pas plaisir à beaucoup d'acteurs de reconnaître cet état de choses. Mais le réalisme oblige à dire que la tendance actuelle, c'est celle-ci, c'est-à-dire une extensification, un allègement de plus en plus prononcé des prélèvements au niveau national. Le deuxième scénario, appelé dynamique territoriale, il repose sur une différenciation de plus en plus forte entre les régions qui adoptent des politiques variées, différentes à l'égard de la forêt.
et donc des divergences entre ces territoires. Ici, le résultat moyen, disons, national, c'est un taux de récolte qui est stable en proportion, c'est-à-dire on continue à récolter 50% de l'accroissement net. Et donc on monte jusqu'à 70 millions de mètres cubes en 2035. Et puis enfin, le dernier, celui qui est en rupture. Voilà, on arrive à la rupture. On va probablement plus le commenter, celui-ci, pour une raison qui apparaîtra sur la diapo suivante. C'est vraiment un scénario de rupture à tout point de vue, puisqu'il suppose des évolutions très fortes, à la fois sur les marchés, dans les prix, dans les politiques publiques, dans la formation, dans le comportement des acteurs aussi, par la contractualisation, la résolution des problèmes d'équilibre forêt-gibier, etc. Donc beaucoup de défis qui sont réunis pour réussir une telle trajectoire, si c'est celle qui est souhaitée. Dedans, on a mis un plan de reboisement qui porte sur 500 000 hectares. Et au total, l'accroissement, la récolte est en hausse régulière. Elle monte jusqu'à 70% de l'accroissement en 2050, ce qui fait au total 90 millions de mètres cubes récoltés à cette échéance. Voilà. Bon. Alors, un dernier petit point. Ce scénario, il a été donc considéré par les représentants du ministère de l'Écologie lorsque ces travaux ont été restitués publiquement devant de nombreux auditoires comme à la fois une évidence et un minimum. Alors une évidence, ça veut dire quoi? Ça veut dire les deux autres, on ne les considère même pas. Ça veut dire que pour M. Hulot à l'époque, qui était le ministre, et ses services, il n'y a pas moyen de réussir la décarbonation complète de la société française à l'échéance 2050, qui est, vous vous rappelez, la grande rupture que Nicolas Hulot a portée devant la société. Il est impossible de réussir cet objectif si la forêt ne contribue pas à la hauteur de ce scénario. Et ensuite, un minimum, ça veut dire qu'il faudrait même faire encore mieux du point de vue du ci-devant ministre. Encore plus, ça veut dire progresser vers 100% de récolte. On récolterait l'équivalent de l'accroissement naturel en France métropolitaine. Et ce que j'ai constaté, c'est que ces opinions, ces positions publiques du gouvernement portées par le ministère de l'Écologie à de nombreuses reprises sont déjà déclinées dans un certain nombre de documents officiels, en particulier la stratégie nationale bas carbone qui repose sur la même hypothèse. Alors, il y a probablement... Qui est à quel horizon? Je m'en souviens plus. C'est 2030, 2050, je ne sais plus quel est l'horizon. La stratégie, elle est révisable assez régulièrement. Hein. Donc, je ne peux pas répondre très précisément là-dessus. Oui, moi aussi. Mais elle est révisée assez souvent, en fait, parce qu'on est en permanence en dehors des clous qu'on s'était fixé le coup d'avant. Hein. Donc, les révisions sont très, très rapprochées. Je crois que c'est assez frappant, quand même, cette situation et la force du message. Alors, peut-être qu'il n'a pas diffusé complètement auprès de l'ensemble des acteurs concernés. Il y a peut-être un petit peu de mutisme ou peut-être de blackout de la part de certains acteurs qui peuvent être un peu incommodés par la force de l'objectif. Mais c'est important de dire que c'est ça le message qui a été diffusé. Et je crois qu'il nous oblige tous, y compris nous les chercheurs, à réfléchir qu'est-ce que ça signifie du point de vue de quelles innovations, quels instruments nouveaux peuvent être nécessaires pour les acteurs concernés pour réussir quelque chose qui est aussi en rupture par rapport aux trajectoires actuelles. Voilà, je crois que je vais... C'est peut-être l'occasion justement de faire... Oui. Ça, c'est la partie suivante, c'est ça? Non, c'était Mmh. juste pour détailler l'aspect reboisement du troisième scénario. Mmh. Si vous le souhaitez, on peut le faire. Sinon, on peut discuter sur la diapo précédente. Je pense que ça peut être bien aussi. Enfin, on peut discuter évidemment de ça, mais de revenir sur la diapositive, parce que vous l'avez vu dans ce scénario qui finalement est une évidence et un minimum d'après le ministère de l'Écologie, ce qu'avait dit Nicolas Hulot. Ça montre quand même qu'il faut beaucoup d'énergie, de volonté, d'investissement aussi important, d'innovation, vous l'avez dit. Donc moi, je vous invite à réagir à ce scénario qu'on a ici, en rupture. Quel est votre avis? On va vous passer des micros. Et puis, éventuellement, si vous avez des pistes pour y parvenir. Attention, on vous le met, on vous le soumet sur un plateau, maintenant il faut réagir. Ça... voilà, monsieur formidable, vous vous lancez, c'est très bien, allez-y. C'est plutôt une question que j'ai à poser. J'ai du mal à imaginer, en découvrant cette slide, quelle action publique pourrait être mise en œuvre
contribuer à cet objectif? Une petite gestion groupée, contractualisation, simplification des aménagements, etc. Quelle a été la réaction des ministères, des conseillers que vous avez rencontrés sur les actions qui pourraient être menées pour aider les forestiers à atteindre cet objectif? Avant que Jean-François réponde à cette question, je voulais simplement souligner que quand vous lisez plan de reboisement 500 000 hectares, il faut imaginer qu'en France aujourd'hui, on ne reboise pas 100 000 hectares, on doit faire 70 000, de l'ordre de 70 000. Voilà, maintenant je te laisse répondre à la question. C'est pour vous dire à quel point ce plan est un plan choc. Alors, ce dont moi j'ai été témoin dans la position des ministères sur comment faire un truc pareil, c'est assez maigre encore, il faut le dire. J'ai entendu les choses suivantes. D'abord, le sujet dont il est question, c'est pas de transformer la manière dont sont gérées les forêts qui le sont déjà aujourd'hui, même si on juge qu'on pourrait peut-être faire mieux sur ces surfaces-là. C'est de remettre en production des forêts qui ne le sont pas actuellement, déjà, première chose. Une deuxième chose, c'est qu'il n'y a plus de tabou sur la recherche de productivité forestière. Et ça, c'est le représentant du ministère de l'écologie qui l'ont dit à plusieurs reprises. Ça veut dire que le mot productivité, dans cette perspective, n'est pas un tabou, mais un critère de réussite. Si on perd de la productivité parce que les forêts sont trop fragiles par rapport aux aléas, on a loupé la cible. Donc ça, c'est quand même des éléments que moi, je trouve assez forts. Et en particulier, on n'a aucun état d'âme sur le fait de raser des forêts feuillues improductives pour les replanter en résineux à bon niveau de performance. Donc là encore, j'insiste, hein, c'est quelqu'un du ministère de l'écologie qui dit ça en réunion. Ça veut dire clairement que les violons ont été accordés non seulement entre le ministère de l'écologie et de l'agriculture, mais aussi entre les différentes directions du ministère de l'écologie. On sait bien que les bruits sont parfois pas accordés entre ces différentes directions. Je vois monsieur prêt à réagir. Non, pas réagir, c'est peut-être apparemment on est complètement à rebours de ce qui se dit à Bruxelles. Moi j'ai participé à une réunion de présidents de syndicats forestiers il y a peu de temps à Paris, et nous avions une intervention de la responsable de ce qui pourrait être un genre de syndicat de propriétaires forestiers à l'échelle européenne. Ils font du lobbying, comme 150 000 lobbyistes, j'allais dire, à Bruxelles, pour en général des causes très louables. La plus louable étant celle, bien entendu, de la forêt. Et ce qu'ils avaient l'air de dire, c'est qu'il y avait des mots qu'il fallait bannir. Par exemple, là, en fait, on n'exploite plus de la forêt. Parce que exploiter, c'est-à-dire produire, ça veut dire récolter du bois, donc c'est mauvais, c'est méchant, on coupe des arbres. Donc c'est la raison pour laquelle je suis un petit peu étonné de ce que vous dites au plan national, parce que c'est complètement à l'inverse de ce qui est dit au point de vue européen, où maintenant on a, je crois, le droit, sans qu'on nous tape dessus, de nous dire qu'on gère des forêts. Et encore, gérer une forêt, ça peut être très très méchant. On peut effectivement toucher les arbres à défaut de les caresser. Donc voilà, ce que vous dites est réconfortant en l'entendant de votre bouche, mais j'allais dire un petit peu surprenant parce que c'est pas ce qui nous a été dit, en tout cas à l'occasion de cette réunion de présidents donc de syndicats. Votre réaction, ça vous fait... Ben, je comprends que ça paraisse contradictoire, effectivement, parce que moi-même, avec mes deux collègues, ça fait une quarantaine de réunions d'acteurs que j'anime sur ce sujet-là, et je rencontre régulièrement des réactions de ce type, c'est-à-dire cette espèce d'effroi des professionnels devant la réticence de la société à avoir coupé des arbres, et surtout des peuplements, en fait. Hein, c'est pas seulement les arbres, hein, c'est quand même essentiellement les coupes de régénération ou la coupe rase qui créent vraiment des grosses difficultés d'acceptabilité, quoi. Donc je conçois tout à fait qu'il y ait aujourd'hui, même au niveau de grandes instances syndicales européennes, une certaine prudence à utiliser certains mots. Hein. Donc je le reçois comme ça. Par contre, il y a un moment où, en tant que scientifique, moi je dis qu'il faut être cohérent dans les différents objectifs qu'on annonce. Si on annonce une mobilisation du bois qui augmente de 50%, comme c'est affiché ici en France, nécessairement ça va supposer des coupes rases et des... Bon, ça peut être des coupes progressives si on régénère naturellement avec le même matériel végétal. Mais ce qu'on va voir avec la question climatique, c'est que très souvent le renouvellement devra se faire avec du matériel végétal qui vient d'autres régions, voire d'autres continents. Et donc dans ce cas-là, bien évidemment, c'est coupe rase plantation. Il n'y a pas d'autre solution sylvicole connue.
Donc on ne peut plus se cacher derrière son petit doigt. Et lorsque j'ai en face de moi Hervé Le Boulaire et ses camarades de France Nature Environnement, je leur dis, écoutez, sortez de l'ambiguïté. On peut faire une sylviculture qui utilise beaucoup de compétences en écologie, mais si vous êtes d'accord avec le raisonnement, avec le diagnostic de ce défi climatique, il va falloir faire des coupes rases pour renouveler une grande partie des forêts. Donc, de ce point de vue, un mot comme exploitation, non seulement doit être prononcé, mais c'est même la condition et le signe qu'il y a de la gestion durable qui est faite. Donc, c'est ce que je dis, et je peux vous garantir que, encore la semaine dernière, j'étais au fond des vallées Cévenol, je me suis fait violemment prendre à partie par des militants de SOS Forêt parce qu'ils jugeaient que j'étais un mec totalement dangereux. Et d'autant plus que je suis fonctionnaire d'un établissement de recherche publique, bien entendu. C'est encore pire. Est-ce qu'il y a encore d'autres commentaires? Je vois des mains qui se lèvent dans ça. Je pense que ça va susciter pas mal de réactions. J'ai l'impression que le temps, on va décaler le temps là, mais c'est normal, c'est logique. Allez-y. Allez-y, monsieur. Oui, ça paraît... Il y a des incohérences majeures. Produire de la forêt, il n'y a pas que les coupes rases, il y a aussi tous les produits chimiques qu'on enlève petit à petit pour essayer de faire de la production, et ça c'est incohérent. Ensuite, les politiques des pouvoirs publics, lorsqu'ils rachètent des forêts, on sait très bien que c'est pas pour les gérer, c'est pour faire ce qu'ils appellent de la forêt sanctuarisée. Et là j'avoue que je suis un peu... Il y a des choses que je comprends pas bien là. Alors peut-être je propose de prendre d'autres commentaires et puis vous pouvez réagir. Allez-y, je crois qu'il y avait d'autres mains levées. Allez-y, madame, je vous en prie. Oui, merci. Ce que je ne comprends pas, moi, c'est le deuxième scénario. Pourquoi vous n'avez pas envisagé 50%, 50% et vous avez envisagé 50%, 37%? Pourquoi les 37% à l'horizon 2050? Ça, je ne comprends pas du tout. Pour moi, ce n'était pas le scénario à envisager. Parce que l'idée, c'était plutôt de maintenir une certaine dynamique de la gestion des forêts. Le premier scénario, bon, on va à l'inverse, effectivement, une forêt peu gérée, d'accord. Deuxième scénario, on essaye de maintenir une gestion relativement dynamique à 50-60%, et je comprends très bien ce troisième scénario, parce que je ne comprends pas ce deuxième. Alors, est-ce que vous voulez réagir tout de suite et puis je passe la parole à un troisième commentaire? Voilà, on va prendre madame, parce que je n'avais pas vu le micro, monsieur, je voyais madame. Allez-y. Oui, moi, je trouve qu'il y a une pièce manquante dans votre exposé, c'est que ce n'est pas tellement l'amont de la forêt qui va mal, c'est-à-dire nous, c'est l'aval. Or, finalement, le bois, si on l'exploite, c'est pour le transformer. Et on voit bien que toutes les scieries ferment les unes après les autres, qu'on a beaucoup de mal à transformer le bois, et c'est très bien d'en produire dans les trois scénarios, enfin dans les deux scénarios, sur trois beaucoup plus, mais quid de la transformation et quid de l'amont, de l'aval? Merci à vous. Allez-y. Je vais essayer de répondre aux trois questions, même si elles sont très, très différentes. Le choix des trois scénarios, il a été débattu âprement, comme toujours dans ces exercices-là. Ça se fait dans des comités de pilotage, il y a des représentants des différents ministères, même ceux qui n'ont pas payé, et des différentes agences de l'État qui sont intéressées, par exemple l'ADEME ou l'ONF, etc. Donc ça a été très très discuté, débattu, et notamment le premier scénario, qui est volume récolté constant, il ne faisait pas tellement plaisir au ministère parce qu'ils se plaçaient tous d'emblée dans la perspective d'une progression. Et donc, c'est certains acteurs qui ont insisté pour le garder, parce qu'il n'était pas du tout évident pour ces acteurs-là que le système, disons l'ensemble du système, serait capable de s'organiser pour une augmentation des récoltes et de la valorisation du bois. La suite a montré qu'on avait bien fait de garder ce scénario, parce que c'est actuellement le tendanciel. Autre aspect, évidemment, on ne détaille pas ici beaucoup le rôle des différents acteurs de la filière, en particulier de la transformation. Ça fait partie des conclusions de l'étude. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on ne disposait pas actuellement d'outils suffisamment précis pour faire de la prospective à l'échéance de plusieurs décennies sur le comportement des différents acteurs, les scieurs, les papetiers, les panneaux, et puis les acteurs de l'énergie ou de la chimie. Donc pour l'instant, on n'a pas de modèle comme ça mathématique qui nous permette
d'anticiper les changements de comportement de l'ensemble de ces acteurs et des relations qu'ils peuvent avoir entre eux, comment ils utilisent la ressource nationale par rapport à des importations, et comment ils organisent les flux de bois entre eux, par exemple, les produits, les coproduits. Donc ça, on manquait un petit peu d'outillage pour ça. On a fait avec ce qu'on avait, en l'occurrence un modèle de filière forestière nationale qui a été créé par l'INRA, et on est conscient des limites de l'exercice de ce point de vue. Donc je ne peux pas répondre plus que ça. Et puis enfin, pour terminer sur la première des trois questions, donc effectivement, on se rend bien compte qu'il y a un certain nombre d'évolutions actuelles qui sont pratiquement contraires à cette évolution-là, notamment le durcissement de la réglementation de à peu près toutes les pratiques forestières. Et le mérite de ce genre d'exercice, c'est peut-être justement de montrer que ce durcissement n'est pas nécessairement justifié du point de vue d'un raisonnement de gestion durable de la forêt. Il peut simplement refléter des sortes de préférences sociales du moment. Par exemple, le bannissement des herbicides en forêt, ça n'a aucune justification écologique. C'est des produits dont l'innocuité est bien connue depuis longtemps. C'est juste une victime collatérale de la guerre aux pesticides, le fait de les bannir en forêt. Alors qu'on en aurait vraiment besoin pour réussir le renouvellement dans un certain nombre d'écosystèmes. Donc là, on sent bien qu'il y a des aspects qui ne sont pas rationnellement défendables, mais qui résultent simplement de compromis socio-économiques et politiques à un moment donné, quoi. L'intérêt de faire des exercices comme ça, c'est qu'on peut justement pointer du doigt le fait que si c'est ça l'avenir souhaitable du point de vue des pouvoirs publics aujourd'hui, et puis peut-être encore le mandat suivant, à ce moment-là, il faut bien lister l'ensemble des points de blocage qui existent, les mettre sur la table, les mettre en débat et mettre l'ensemble des acteurs devant les contradictions du système et essayer de trouver des issues, quoi. Je pense par exemple à la question de l'équilibre forêt-gibier, qui est un des points de blocage les plus préoccupants de ce point de vue. Mais il y a aussi la question que vous évoquiez des réglementations sur l'usage des produits chimiques, qui est peut-être moins préoccupante, mais qui peut aussi aggraver à elle seule certaines difficultés de renouvellement. Alors moi, ce que je propose, c'est d'avancer sur la deuxième partie, puis il y aura aussi d'autres questions qui peuvent venir entre-temps. Vous vouliez présenter peut-être la slide d'après, parce que vous avez commencé à évoquer sur le reboisement aussi. Donc, comme ça. Alors, ça vaut le coup d'en dire deux mots, parce que ce plan de reboisement qui représente effectivement que 500 000 hectares, ce qui est beaucoup à faire, à réaliser pour la filière, mais ce qui par rapport à la forêt elle-même représente que 3% de la surface, eh bien, néanmoins, il a suscité beaucoup de réactions, notamment de la part des ONG, parce qu'on s'est beaucoup mouillé quand même. Alors l'idée de départ venait d'ingénieurs du Conseil général de l'agriculture. On a simplement essayé, nous, avec un même cadrage de 500 000 hectares, de décliner ça de manière concrète entre les différentes régions écologiques françaises, en essayant de dire quelles espèces pouvaient être appropriées, ces différents contextes, quels itinéraires sylvicoles, là ils sont listés, qu'est-ce que ça représentait comme productivité attendue et comme consommation de plants. Donc c'est ça le travail qu'on a fait, c'est donner une sorte de contenu géographiquement distingué à cette idée de reboisement de 500 000 hectares. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que la majorité des espèces retenues sont des espèces déjà bien pratiquées, ce ne sont pas des inconnus, les pépinières sont capables de les produire dans les quantités attendues, ce sont des bons performeurs, ils ont des écologies différentes, bien entendu, il y a quelques espèces pour les régions méditerranéennes. Et il n'y a pas eu trop de tabous sur la signification que la société peut accorder à tel ou tel de ces matériels végétales. Hein. On n'a pas hésité à mettre de l'eucalyptus, par exemple, alors que tout le monde nous alertait sur le côté proprement scandaleux de parler d'eucalyptus dans les forêts françaises. Bon. On l'a fait, on considérait que c'était notre liberté de chercheur, que la question de l'acceptabilité sociale devait être mise en dehors de la question, de l'instruction de la question plutôt, et que plutôt arriver en conclusion, quoi. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Vous voyez que les grosses parties du gâteau, c'est du Douglas, du pin maritime, du mélèze hybride, du peuplier, donc des choses quand même qui sont déjà pratiquées et qui là seraient un peu généralisées. On a fait aussi une évaluation de l'impact que ça pourrait avoir en termes de chronique. Alors, ça fait un historique un peu compliqué avec un gros pic là au milieu du siècle. Dans la réalité, il sera probablement un peu atténué parce que, évidemment, on a fait un truc très, très algorithmique. La nature est toujours un peu plus compliquée, donc elle aurait tendance à atténuer les pics et les bosses, quoi.
Cela dit, on sent bien que ce n'est pas un très bon plan de programmer d'emblée une nouvelle ressource forestière qui risque de délivrer ses produits de manière trop concentrée dans le temps. Donc il faudrait probablement réfléchir sur le phasage temporel d'un truc comme ça. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir les conséquences que ça avait après sur le puits de carbone de tout notre pays, parce que ça représente un gros choc concentré sur une décennie de coupe rase des plantations. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire là sur le plan de reboisement. Donc on va arriver à la deuxième partie de la présentation de cette étude. Comme on voit l'usage multiple du bois, on sait quand on calcule le bilan carbone de la forêt, évidemment, il y a le volume de CO2 séquestré dans les espaces boisés, mais il y a aussi la quantité de dioxyde de carbone qui est évitée par l'usage du bois en substitution de combustible ou encore de matériaux plus polluants. Justement, on change, on part du polluant pour aller vers le moins polluant pour la construction et l'énergie. Donc c'est ce que vous allez nous montrer là en détail. Exactement. Et donc, de ce point de vue, le but ici, c'est de montrer que l'utilisation du bois est par elle-même un geste pour l'environnement. Alors ça, il faut le dire, l'assumer, notamment dans tous ces travaux de communication. Souvent, on a tendance à opposer la production et l'environnement. On dit, si on produit plus, on va dégrader plus. Donc, on est souvent dans des situations d'arbitrage entre les finalités économiques et productives et puis les finalités, on va dire, de protection de l'environnement. Ce qui est remarquable dans le cas de la mobilisation du bois, c'est qu'en produisant des objets en bois, donc en récoltant et en valorisant la ressource, on va créer du service environnemental à travers, bien entendu, cet impact sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, on va le voir dans la dernière partie, dans la troisième partie, à travers les possibilités que ça offre de gérer durablement la ressource forestière. Si vous n'avez pas ces débouchés nouveaux de valorisation du bois, vous ne pourrez pas prévenir les grands dégâts forestiers. Donc finalement, c'est aussi un effet, vous le dites, irréversible à travers cette substitution. Donc c'est ça. C'est important l'usage du bois. Tout à fait. Tout à fait. On va le voir dans cette section-là. J'ai pris juste une série de représentations très visuelles qui, justement, passent en général bien auprès du grand public et qui devraient systématiquement être utilisées pour motiver le reste de l'exposé forestier. C'est important de savoir qu'on est capable de construire de magnifiques bâtiments comme ça qui accueillent du public, qui sont beaux, qui sont performants du point de vue de l'ingénierie. Ça veut dire qu'ils sont susceptibles d'attirer des jeunes qui aiment la performance, la qualité, le défi, en fait. Et il suffit de voir le côté attractif des écoles d'ingénieurs du bois actuellement en France pour comprendre que les jeunes s'intéressent à ce matériau. Ils ont envie de construire des trucs comme ça. Et donc, c'est bien qu'il y ait des bâtiments emblématiques, là, comme Pompidou-Metz, par exemple, comme cette très belle construction qui s'appelle Smile, qui a été conçue par un architecte, qui est faite en CLT de tulipier de Virginie. Moi, je trouve qu'elle réunit absolument la totalité de ce qu'on peut avoir envie de véhiculer comme message, puisque c'est du feuillu, qui est utilisé en grande portée comme ça, avec une forte performance mécanique grâce à la technologie. C'est du tulipier de Virginie, donc une espèce exotique, et dont on voit qu'on sait très bien s'en servir. Et puis manifestement, on voit que le grand public a du plaisir à venir jouer dans ce truc. Et puis évidemment, il y a la forme en sourire qui dit on n'est pas là pour se pleurnicher sur nos ennuis, on regarde vers l'avenir des choses riantes, quoi. Donc ça, c'est vraiment une très très belle image que je trouve de ce dont il s'agit. On a vu brûler la charpente de Notre-Dame. Alors bon, rien n'est infini dans notre vie, mais néanmoins, quand même, Notre-Dame, ça a duré un certain nombre de siècles qui ont rajouté au stockage dans la forêt de chêne qui avait produit les poutres en question. Et ça, c'est quand même quelque chose de remarquable. Au-delà de Notre-Dame, ce qui est en jeu aujourd'hui dans le mot bioéconomie, c'est en fait une subversion complète de nos systèmes de production, c'est-à-dire un remplacement de plein de procédés actuels sur lesquels on vit finalement, tous les dérivés pétroliers qui sont omniprésents absolument dans tous les objets de notre quotidien, les remplacer par des dérivés de la biomasse. Et dans cette biomasse, le bois joue un rôle éminent puisqu'il a son contenu en éléments chimiques extrêmement variés, diversifiés selon les espèces aussi. Ça, c'est un bon argument pour le bon entretien de la biodiversité ligneuse. C'est la diversité xylochimique qui correspond. Donc il n'y a pas que du bois énergie dans la bioéconomie, même si c'est un composant important. Il y a aussi l'ensemble des autres fonctionnalités de la biomasse.
Là-dedans, il ne faut pas négliger des petites choses comme ça. Par exemple, on peut produire des biopesticides. Alors ça, je vous fiche mon billet qu'après la mode de l'arrêt des pesticides, on va en revenir à une autre phase qui sera comment protéger nos cultures avec des procédés qui soient plus acceptables à la fois par les écosystèmes et par la société. Et là, il y aura des bons marchés à prendre pour les dérivés du bois parce qu'il y a toutes sortes de molécules qui peuvent jouer ce rôle dans les extractibles. Celle-là, j'aime bien vous la commenter aussi. C'est un peu une image des difficultés à surmonter pour faire du bois un élément central de nos systèmes productifs. C'est le nouveau campus Centrale Supélec à Saclay, qui est magnifique, qui a été fait par des architectes de renom. Mais regardez comment s'appellent les deux bâtiments principaux ici, Gustave Eiffel et Francis Bouygues. Donc, d'un côté, les constructions métalliques, de l'autre, le béton, donc des prouesses de l'industrie française. Et les étudiants qui vont étudier dans cette école, ça va être les top guns de toutes les sociétés françaises à l'avenir. C'est eux qui vont être dans les cabinets de conseil, etc., qui vont donc jouer un rôle majeur, à la fois comme capitaine d'industrie et comme conseiller. Et on voit qu'ils vont faire leurs études dans un campus absolument minéral. Le seul bois qu'il y a, on le voit ici, hein. Quelques petits arbres. D'accord. Bon, ils doivent pousser encore. Voilà, c'est ça, il va pousser. Ça, je trouve, c'est une vraie icône en fait de la société dans laquelle on est. Alors, je veux pas la mort. Il y a quand même quelques beaux exemples de bâtiments qui commencent à arriver, de bâtiments en bois. Vous avez montré une magnifique tour avant. On commence à réfléchir aussi à des tours en bois. C'est ça. Donc, effectivement, il y a des éléments d'optimisme, tout à fait. Je voulais juste dire, à travers cet exemple, c'est important de penser au côté symbolique des choses. Par exemple, la ville de Nancy n'a pas choisi de construire son nouveau palais des congrès en bois. Elle a misé sur les constructions métalliques qui sont très identitaires aussi dans la région Est, avec Prouvé, etc. Et c'est un peu dommage, en fait, parce que des bâtiments comme ça jouent par eux-mêmes un rôle de publicité. Donc voilà, cette fois, je montre des résultats de l'étude. Tout à l'heure, vous avez vu les scénarios. Là, je vous montre la manière dont on a évalué les scénarios. Et pour ça, on a calculé le bilan de CO2 de la filière bois dans chacune des hypothèses et à différentes étapes dans le temps. Alors ici, c'est des millions de tonnes de CO2 équivalents par an. Alors au total, ça représente l'équivalent de à peu près un quart de nos émissions brutes. Donc c'est comme si la forêt nous donnait une remise de 27% sur nos émissions brutes, ce qui est vraiment considérable, ça illustre bien l'importance du secteur. Ensuite, comment ça se répartit? C'est là où le calcul était un petit peu disputé et discuté. On l'a subdivisé en des phénomènes qui sont dans l'écosystème ici, c'est les variations dans la biomasse en bas, en vert, dans le bois mort, dans les sols. Et puis le haut, c'est dans la société, c'est des choses qui sont protégeables par nos procédures habituelles. D'une part, la variation du stock de produits, c'est le petit trait rouge, c'est pas très épais. Et ce qui est le plus épais, vous voyez, c'est les trucs bleus. Ce sont les émissions de CO2 évitées par l'usage du bois plutôt que d'autres procédés. Ce qui est le plus impactant, c'est son usage comme bois d'œuvre et bois d'industrie. Il faut savoir que dans cette bonne performance du bois d'œuvre et bois d'industrie, il y a aussi une part de bois énergie, puisque là, c'est calculé par mètre cube de grumes destinées à ces catégories d'usage. Donc évidemment, ces grumes elles-mêmes vont faire l'objet des lignages, il y a des sciures, il y a toutes sortes de coproduits qui eux-mêmes vont être valorisés en bois énergie. En tout cas, c'est un message qui est très important, ça veut dire les effets de substitution, donc tout ce qu'on évite comme pollution par l'usage du bois, sont un joueur majeur dans le bilan. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne dans le temps, ce bilan, lorsque on regarde l'évolution, s'il veut bien me répondre. Je crois qu'il va me répondre, oui. Voilà. Comment ça évolue dans le temps? Alors ici, c'est les 3 scénarios, donc extensification, c'est le tendanciel. Là, c'est dynamique territoriale, et là, c'est intensification. Chacun est gradué d'aujourd'hui jusqu'à 2050, et vous retrouvez les différents codes couleurs ici, les mêmes que la diapo précédente, dans le même ordre. Alors, ce qu'il faut retenir de ce travail, c'est que, en gros, l'effet cumulé de la filière forêt-bois est à peu près du même ordre de grandeur, à 10% près dans les 3 scénarios. Donc, finalement, par rapport à l'impact qu'on a sur l'atmosphère, on a le choix entre ces 3 scénarios. En revanche, ce qui change beaucoup, c'est la manière dont le total se constitue à partir des phénomènes dans l'écosystème, ici en vert et en jaune, et puis dans la société, avec les émissions évitées.
Lorsque vous choisissez, comme c'est la tendance aujourd'hui, de beaucoup stocker dans la forêt, vous allez avoir énormément de stockage dans le bilan et assez peu d'émissions évitées. A contrario, lorsque vous choisissez de beaucoup récolter, vous allez baisser le stockage qui reste néanmoins positif, donc la forêt reste un puits de carbone absolu, mais vous allez beaucoup constituer votre bilan dans les émissions évitées. Et ça, c'est très important lorsqu'on va réfléchir à la question des risques et de la vulnérabilité du système. En effet, les émissions évitées, ce sont des impacts sur l'atmosphère qui sont immédiats et qui ne sont pas susceptibles d'être remis en cause. Mais c'est ce que je disais, c'est irréversible. Voilà. Ça, c'est irréversible. C'est évité. C'est ça. Alors que quand vous stockez dans la biomasse, c'est bien gentil, tant que les arbres sont en bonne santé, qui résistent aux aléas, aux insectes, aux sécheresses, etc. Ce carbone, il reste là. Mais comme l'a dit le président tout à l'heure, on sait qu'on est à la merci de certains grands accidents sanitaires qui, eux, peuvent conduire à un relargage rapide et incontrôlable de carbone dans l'atmosphère. Et ça, on va le voir dans la troisième partie du débat. Donc la distinction entre les effets labiles, c'est-à-dire dans l'écosystème, labile, c'est qui peut être remis en cause rapidement, et puis les effets non réversibles par les émissions évitées, ça c'est un critère de décision qui est très important, je crois. Voilà, C'est fini. C'est la fin de cette présentation. Vous avez encore quelque chose à ajouter? Non, là c'était juste pour dire que même un fort réchauffement pénalisera peu les disponibilités à l'échéance 2050. Ça veut dire ce qu'on peut estimer aujourd'hui comme augmentation de récolte possible risque assez peu d'être remise en cause par l'évolution tendancielle du climat. En revanche, ce qui peut l'impacter beaucoup, c'est l'occurrence de grandes crises sanitaires. Ça, on le verra dans la dernière partie. Alors, c'était la fin de la présentation de cette deuxième partie. De la même façon, je vais vous inviter alors déjà à réagir aussi si vous avez des commentaires et des questions à faire. Et puis aussi, j'avais une question à vous poser à partir de la base de cette présentation. Comment, selon vous, peut-on fortifier la filière bois pour développer l'activité? Je vous en prie, vous y réagir. Je voulais juste faire une remarque. Et pour répondre à ce que disait mademoiselle de Brissac tout à l'heure, il est clair que pouvoir accélérer, mon cher Jean-François, pouvoir accélérer l'emboisement en France, c'est ce qui est préconisé, on ne peut que comme coopérateur souscrire à un tel programme. Pouvoir accélérer l'emboisement en France, c'est pouvoir accélérer la consommation du bois. Et là, on ira boiser, ce seront dans les forêts de feuillus dégradées, dans des mauvais taillis, dans le Massif central, par exemple, ou autre, dans lequel le résineux a toute sa place, on est en altitude, on a l'humidité, on a etc. Bon. Et là, je me tourne vers vous, monsieur le sénateur, pour dire que le seul pan de l'économie forestière dans lequel il y a eu des prélèvements, il y a eu une accélération, y compris dans notre coopérative, une accélération de la consommation du bois, c'est précisément là, c'est précisément sur ce type de bois que ça a pu se faire, dans le bois énergie, dans le bois qui vient alimenter les centrales de cogénération. Et lorsque je vois, par exemple, comme tout à l'heure, des images d'éoliennes dont on sait qu'elles ne fonctionnent qu'à 24% de leur temps en France, et pose le problème des 75% du temps restant, il faut substituer l'énergie non produite par des éoliennes, et avec toute la pollution que ça peut amener, pensons en Allemagne maintenant, j'ai vu l'année dernière, des nuages de pollution qui tombaient dans nos régions venant d'Allemagne, des centrales à charbon d'Allemagne, chez nous. Eh bien la réponse à cette énergie et la réponse à ce plan de reboisement, c'est précisément de continuer à développer la consommation de bois-énergie, de continuer à développer les centrales de cogénération qui produisent et de la chaleur, utile à des réseaux de chaleur dans les villes, mais aussi de l'électricité. Et on peut faire beaucoup plus. Pour vous donner un exemple, notre coopérative, pour ne prendre que la coopérative de votre région, dans cette région-ci, dans le centre, doit produire à peu près 60 000 ou 70 000 tonnes de bois réservé au bois énergie. Et si vous me demandiez, moi directeur général, de produire demain 500 000 tonnes ou 400 000 tonnes, je signe immédiatement. Merci à vous. Ça commence à apporter une réponse aussi aux enjeux de la filière bois à travers vous. Ah oui, ça peut tomber. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Il y a monsieur qui veut prendre un micro, voilà, par ici. Merci beaucoup. Je voulais signaler que je pense que dans les 500 000 hectares de reboisement, on a inclus dedans le reboisement naturel des terres agricoles qui sont déprisées. Le dépris général,
Parce qu'il y a des endroits de la France où les rendements agricoles sont décevants et les agriculteurs partent. Et donc les maisons sont transformées en maisons de résidence. Et ça, on le voit en Bretagne, on le voit aussi dans la Creuse. Je pense qu'il y a d'autres exemples. Là, on a considéré uniquement des surfaces déjà forestières inventoriées par l'IGN, hein, dans le travail qu'on a fait. Hein. Donc on pourrait imaginer effectivement du boisement de terres agricoles ou de la réorientation de friches récentes, par exemple, non recensables. Ce n'est pas ce qu'on a fait. On a simplement considéré un changement d'essence objective, si on peut dire, dans des terrains qui sont déjà forestiers. Hein. C'était relativement faisable avec les données dont on disposait, qui sont les données de l'inventaire forestier, qui nous donnent immédiatement une estimation du potentiel de ces nouvelles espèces, quoi. Donc on peut imaginer que ce que vous dites se rajoute à ce truc-là. Là, ça peut poser éventuellement d'autres questions, à nouveau d'acceptabilité. D'une essence en une autre, quoi. Cela dit, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que les deux devraient probablement être traités de front, même si c'est des sujets un petit peu différents, quoi. Genre, les maisons en bois, à la Russie, il y a beaucoup de maisons en bois, et même en Norvège, il y a des maisons en bois partout. Et il faudrait peut-être le signaler comme exemple intéressant. Monsieur, mettez le micro près de votre menton, s'il vous plaît. Donc, monsieur parlait des maisons en bois. Voilà. Monsieur parlait des maisons en bois, disant qu'il y avait des exemples en Russie, en Norvège, et qu'il faudrait montrer tous ces exemples. C'est sûr qu'il y a certainement des facteurs culturels dans le choix des formules de construction. Et ce n'est pas forcément l'obstacle le plus dur à court terme, disons, même s'il est très ancien, etc. Merci à vous. Il y a d'autres commentaires, questions? Ma question aussi sur la filière. Allez-y, alors. Il y en a un qui se levait là-bas. Monsieur, relevez la main comme ça. On va pouvoir vous donner un micro. Merci beaucoup. Juste une petite précision. Est-ce que vous avez localisé les 500 000 hectares de reboisement par région? Parce qu'il y a des régions, avec le changement climatique et notamment le réchauffement, la grosse partie forestière du Midi-Méditerranéen, elle ne va pas être facile à trouver des essences qui vont être productives. Et je suis d'ailleurs un peu étonné sur le choix des essences de reboisement, parce que là-dedans, il y en a au moins 3 qui sont réputées résister très mal aux sécheresses. L'épicéa, le sapin de Vancouver, et puis je ne sais plus, il y en a encore une autre. Même le Douglas. Donc ces essences-là, c'est plutôt des essences qu'il faudrait faire remonter soit au nord ou en altitude, pour des problèmes de pluviométrie. Donc tout le Midi-Méditerranéen, qui est quand même une grande surface forestière. Alors c'est pour ça que je posais la question, les 500 000 hectares, est-ce qu'ils sont régionalisés ou vous avez pris ce chiffre-là par rapport à une surface globale? Voilà, c'était juste ça. En tout cas, 500 000 hectares, ça a marqué les esprits. Hein. Oui. Bien marqué. Mais merci pour votre question. Allez-y. Oui, donc on a effectivement fait un travail régionalisé, c'est-à-dire on a pris la ressource forestière telle qu'elle est inventoriée par l'inventaire forestier, déclinée en grandes régions écologiques, et l'analyse a été déclinée dans chaque région. Étant donné que chaque région elle-même est hétérogène du point de vue de la réserve utile des sols, par exemple, on ne pouvait pas aller beaucoup plus en détail que ça. Néanmoins, on a quand même estimé la quantité de terres forestières qui avaient une réserve utile suffisante, donc on a écarté les sols trop superficiels. On a considéré la productivité actuelle comme un indicateur de potentialité forestière, et donc on a réservé l'analyse à la partie de ces surfaces actuellement forestières qui donne quand même un minimum d'espérance de productivité pour une génération future. Et ensuite, sur le choix des espèces, on a utilisé les références qu'on connaît. Il est sûr qu'il y a des inquiétudes sur la capacité d'Abies grandis, effectivement, ou du Douglas à résister à la sécheresse. Cela dit, la messe n'est pas dite, et on se place d'emblée dans des itinéraires assez courts. Hein. Pour Abies grandis, par exemple, c'est 35 ans l'horizon de production qu'on envisage ici.
Il ne s'agit pas de faire du sapin pectiné avec cette ressource végétale-là. Et en arboretum, on le verra tout à l'heure, on sait qu'à 35 ans, il est largement exploitable. Donc là, la seule question qui se pose à ce moment-là, c'est pas tellement de savoir s'il va traverser les 35 ans sans dommage, c'est plutôt est-ce que son niveau de pompage sur les ressources nutritives des sols est tolérable ou est-ce qu'il faut compenser avec des amendements, par exemple. Mais pour un premier tour, ça nous paraissait jouable, surtout que dans chacune de ces grandes régions écologiques, on a quand même des qualités de stations différentes, on a des réserves utiles des sols variés, et on considère que le savoir-faire des aménagistes est suffisant pour faire le diagnostic de là où on peut tenter une révolution d'Abies grandis, par exemple. Pour le Douglas, on a en plus, on peut dire, la question de la diversité génétique qui pour l'instant n'a pas été exploitée complètement. L'essentiel de nos vergers à graines aujourd'hui sont issus de populations qui venaient de l'État de Washington. Donc on n'a pas utilisé la totalité de la diversité génétique du Douglas dans son aire d'origine, dont pourtant on a déjà une grande partie qui est acclimatée en France dans des essais expérimentaux. Donc il y a actuellement un renouveau de travaux sur l'amélioration génétique du Douglas dans la perspective d'avoir de bons niveaux de performance sous contraintes de sécheresse aggravées. Donc on ne renonce pas à l'idée de productivité, on pense qu'il y a des marges de progrès à trouver. Ça supposera probablement un renouvellement régulier des vergers à graines pour fournir tous les 10, 15 ans ou 20 ans, je ne sais pas exactement quel calendrier sera possible. En tout cas, fournir régulièrement de nouvelles générations de matériel amélioré, notamment pour ce critère de performance sous sécheresse, quoi. Allez-y, on va prendre encore ces deux questions et puis on poursuivra avec la question des aléas climatiques. Je vous en prie, allez-y, monsieur. Il y a aussi un monsieur après monsieur. Allez-y. Je voulais dire un mot sur la filière. Finalement, la filière, si on prend par exemple la construction bois, depuis 10 ans, le nombre d'entreprises de construction bois, il a à peu près été divisé par 2. Voilà. Et la raison, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment... le marché n'était pas là. Voilà. D'une même manière, on peut dire que le nombre de scieries a été à peu près divisé par 2 aussi. Par contre, en termes de volume de sciage, le volume de sciage a été à peu près constant. Donc là, c'est peut-être un peu moins grave au niveau du sciage qu'au niveau des entreprises de construction bois. Mais finalement, on dit qu'il faut construire en bois, mais il y a de moins en moins d'entreprises pour le faire et de moins en moins de construction bois, en tout cas en France. Alors on ne peut pas dire non plus qu'il y ait un petit peu moins de construction bois, on est passé de peut-être 11% à 10% de part de marché, malgré la réglementation environnementale, enfin la réglementation thermique. Donc il est important que ce soit aussi nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs, consommateurs, nous soyons aussi promoteurs de cette filière forêt-bois, parce que c'est dans nos actes quotidiens d'achat, de décision, que finalement nous influençons ce marché et l'ensemble de la filière. Merci pour ce commentaire qui était important. Est-ce qu'il y a d'autres... Voilà, monsieur, vous voulez... Allez-y. Tout à fait autre chose. Je m'interroge, c'est sur les multi-usages du bois à terme. Autrement dit, la consommation, où seront les gisements de consommation pour utiliser le bois qui sera produit? Est-ce le bâtiment? Est-ce le chauffage? Est-ce la chimie? Est-ce que vous avez une perception de ces problèmes? Alors, ça fait partie des lacunes de notre travail que j'ai déjà signalé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas en France de modèle qui nous permet d'estimer de façon très anticipée l'évolution des différents marchés qui peuvent consommer du bois, y compris dans leurs relations entre eux, coproduits, utilisés comme produits par d'autres secteurs. Donc on n'a pas les outils qu'il faut actuellement pour ça, et on est tout à fait conscient que c'est des outils indispensables pour faire de la bonne prospective quantitative à l'avenir. C'est pour ça que je disais, c'est pas le dernier mot ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait donc dans le travail, c'est de considérer le mix produit comme stable dans le temps jusqu'à 2050. Ça veut dire le ratio bois d'industrie, bois énergie, on a supposé qu'il conservait les mêmes pourcentages jusqu'à 2050. Alors on est conscient que c'est une hypothèse extrêmement forte parce que les différents secteurs actuellement n'ont pas du tout les mêmes puissances de marché pour accéder à la ressource. Néanmoins, on s'est senti autorisé à le faire pour une raison un petit peu psychologique, c'est qu'il y a pas mal d'études en Europe qui essaient de sonder quelles sont les motivations de comportement des propriétaires forestiers, en particulier privés. Et c'est assez régulier et homogène sur toute l'Europe.
on a constaté que les propriétaires ne se projetaient pas tellement dans un avenir où ils produiraient essentiellement du bois énergie, par exemple, où il n'y aurait quasiment plus de bois d'œuvre dans leurs débouchés possibles. Ça, c'est presque unanimement rejeté, aussi bien dans les pays scandinaves qu'au Portugal, alors que les contextes de valorisation de la ressource sont très différents. Donc là, on a senti quand même qu'il pouvait y avoir là-dessous une sorte de regard subjectif et psychologique sur qu'est-ce que c'est pour moi la noblesse du métier de forestier. Et on s'est dit probablement que cette motivation-là sera un aspect important de la réussite du changement. Et donc on va le prendre en compte en maintenant constant le mix produit, quoi. Alors j'assume le fait que c'est très audacieux, on est incapable de dire si c'est ça qui va se produire, mais en tout cas, moi, c'est le message que je passe quand je fais des exposés devant des sociétés genre CAC 40, par exemple, ce qui m'arrive de temps en temps. Je leur dis, enfin vous verrez en conclusion, hein, il y a de mon point de vue des aspects très importants que ne doivent pas oublier les Bouygues, les Vinci, les gens qui sont susceptibles de racheter des sociétés ou d'investir dans le bois. N'oubliez pas qu'il y a énormément de psychologie, d'imagination, d'imaginaire aussi qui se projette dans la gestion des forêts. Et si vous oubliez ces dimensions-là, le bois ne sortira pas de la forêt, quoi. Oui, mon comportement peut être totalement différent. Suivant, j'envisage de ne produire que du taillis ou du bois d'œuvre, en fonction donc des débouchés éventuels qui pourront apparaître ici ou là. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi une incidence importante dans cette notion de débouché bien cerné. C'est sûr, mais simplement ce que les économistes appellent élasticité, les coefficients d'élasticité, c'est-à-dire avec quelle force les propriétaires réagissent aux variations de prix pour décider s'ils mettent davantage de volume en vente, par exemple. On a actuellement beaucoup de doutes sur la qualité de nos chiffres actuels, parce qu'ils sont estimés d'après les données de marché actuelles, et s'il y a de très grands changements dans la société, dans la demande, ces comportements eux-mêmes peuvent évoluer. Donc peut-être que nos coefficients d'élasticité sont complètement à côté de la plaque, quoi. En tout cas, ça a des conséquences très concrètes. C'est que le scénario qui est là, avec le modèle économique, on est incapable de le chiffrer. C'est-à-dire, celui-ci coûte déjà horriblement cher. C'est des milliards d'euros de subventions à balancer tous les ans. Et celui-là, on est carrément en dehors des coûts. On est incapable de calculer combien de milliards il faudrait donner aux gens pour qu'ils essayent de suivre ça. Monsieur Blage, il y a quelque chose, vas-y. Oui, sur les grands marchés. Aujourd'hui, le marché de la construction bois, c'est à peu près 10% de part de marché. Une maison individuelle, c'est à peu près 30 mètres cubes de bois. Et quand on dit 30 mètres cubes de bois, ça fait 120 mètres cubes grume à peu près, parce que le rendement en charpente par rapport à une grume, c'est à peu près 25-30%. Voilà. Donc ça répond aussi un peu à la deuxième question, c'est-à-dire que le marché du bois énergie ou le marché du bois chimie, il va être dans les 75% du bois issu de bois d'œuvre qui va être induit finalement par la production de charpente, de parquet, de choses comme ça. Donc il faut viser de toute façon le plus de valeur ajoutée possible. Il faut aussi essayer de faire en sorte qu'on arrive à valoriser le mieux possible les surfaces, de façon à ce qu'on utilise le bois d'œuvre qui soit stocké durablement, qui soit substitué à d'autres matériaux énergivores, et qu'ensuite, les coproduits, les sous-produits, eh ben, ils puissent aussi soit se substituer à de l'énergie fossile, soit être utilisés comme dans la chimie verte. Voilà. Donc, en fait, de toute façon, pour le propriétaire forestier, il faut viser quand même le bois d'œuvre, parce que c'est là où il y a la meilleure rémunération et puis le plus de valeur ajoutée potentielle pour l'ensemble de la société. Merci pour votre commentaire. Vous voulez qu'on poursuive ? On va poursuivre avec la troisième partie. Il y aura peut-être d'autres aussi questions et commentaires, parce que je vous poserai une question un peu plus large à la fin de cette présentation. Donc Jean-François Dott, on va arriver à la gestion des risques. On le sait, les forêts sont soumises, et on en parlait, à des aléas, les insectes, les pathogènes, mais aussi la sécheresse, le gel, la tempête, le feu. Donc évidemment, connaître tous ces différents aléas permettent d'estimer le risque, et le risque aussi face aux défis climatiques, évidemment. Alors, c'est l'aspect probablement le plus original de notre travail par rapport à, on va dire, les références internationales. On a choisi de faire un groupe de travail dédié à la question des risques, avec une approche multirisque, c'est-à-dire on a cherché à simuler l'occurrence
de plusieurs risques combinés qui s'enchaînent, comme c'est souvent le cas en forêt, les plaies d'Égypte qui tombent dessus. Et pour ça, on a réuni des spécialistes de l'ensemble des aléas, depuis les insectes jusqu'aux tempêtes. Et ça, donc, je vais exposer les estimations de chiffres qu'on a produites dans l'étude. Et puis ensuite, je vais vous montrer de quelle manière on peut essayer de se prémunir, de changer un peu les trajectoires de gestion pour être un peu moins vulnérable par rapport à ces risques. Et en insistant sur l'aspect qu'il sera nécessaire d'assumer des transformations comme celle-ci, parce qu'elles sont très visibles, très impactantes, et puis de rechercher une diversification des options, ce qui va poser la question de l'aménagement forestier, bien sûr. Alors, le réchauffement, voilà comment le GIEC l'anticipe pour les deux modalités extrêmes, on va dire. Ce qui est important de considérer, ça c'est toujours très, très impactant, y compris pour des gens qui ne connaissent pas du tout la forêt, c'est de mettre en regard les choix d'espèces, en fait. Et donc là, on comprend bien que quand on fait le choix de régénérer en chaîne, et de régénérer naturellement en chaîne, ça veut dire qu'on fait un pari sur la capacité de la biodiversité chaîne locale à tolérer éventuellement des scénarios extrêmement impactants pendant la durée simplement de son adolescence, sans même aller jusqu'à la récolte. Alors, si on regarde les tendances récentes pour les différentes espèces, on voit qu'il y a quand même des marges de manœuvre dans les régions de montagne. Ça, c'est les données IFN, donc c'est la totalité de la ressource en place. Les généralistes et les espèces de milieux tempérés sont sur un profil assez plat. Par contre, on voit que pour les méditerranéennes, on a déjà des signes assez inquiétants de régression. Et donc, ça montre finalement l'actualité et l'urgence de prendre ces éléments-là en compte. Ça répond en partie à la question de tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on peut conseiller dans les régions méditerranéennes. On a juste conseillé un peu de cèdre, mais avec très très peu de surface dans ces régions-là. Par contre, ce qu'on observe aujourd'hui dans ces régions, c'est ce qui nous pend au nez dans les régions tempérées de plaine, notamment dans le domaine du chêne Cécile. Alors, ce qui nous a beaucoup aidé pour imaginer ces occurrences de grands risques, c'est par exemple la conjoncture nord-américaine, qui nous montre des crises à des échelles sans précédent, à la fois dans le temps et l'espace. Ça, c'est la grande crise du dendroctone sur les pins américains, qui dure depuis plus de 20 ans. Donc la seule durée de l'épisode donne bien la mesure du côté un peu catastrophique de la chose. Et puis le risque que l'insecte change d'hôte et passe sur des pins qui ont une distribution transcontinentale, ce qui les amènerait à ce moment-là à partir jusqu'au Québec. Alors ça, on l'a beaucoup utilisé, médité. Et alors, si on le met en regard de la carte anticipée du réchauffement pour le Canada, on voit que la région qui est la plus affectée par ce dégât, c'est celle où on anticipe un réchauffement le plus faible, finalement, pour ce pays, qui est déjà très important, c'est 3 degrés. Donc, on peut imaginer, si ces projections tiennent à peu près la route, donc des réchauffements extrêmement forts dans les régions boréales, que les forêts de taïga peuvent se mettre à brûler de façon réellement catastrophique. Donc il est vraiment urgent de faire quelque chose, pas seulement pour les forestiers, mais disons dans l'ensemble des dimensions du problème. Bien entendu, les incendies de forêt en France sont pour l'instant dans une situation à peu près sous contrôle. Néanmoins, on sait qu'on peut déraper très très vite. Et de ce point de vue, ce qui se passe au Canada, mais aussi en Russie, en Grèce, au Portugal, tout cela nous impressionne beaucoup et nous sert un petit peu de données pour situer l'ampleur des problèmes possibles. La saison, vous vous rappelez, la saison 2017 au Portugal avec sa centaine de morts dans une seule journée, ça c'est des chiffres qui disent à eux seuls la gravité de la menace. Ce n'est pas seulement du carbone qui part dans l'atmosphère. Un autre aspect de la situation risque qu'on a pris en compte, c'est le côté non stationnaire, c'est-à-dire la situation n'est pas en train de fluctuer autour d'une moyenne, elle évolue en moyenne. Et on a bénéficié depuis très longtemps, pour les tempêtes en tout cas, d'une situation très très calme ici, il ne se passait pas grand-chose. Et toute cette période-là, c'est la période pendant laquelle on a créé l'école forestière, on a constitué tout le savoir-faire sylvicole, on a fait les essais d'éclaircie, etc. On a créé les guides de sylviculture, etc. On va dire tout le savoir-faire scientifique et technique des forestiers s'est constitué dans une période en Europe où il n'y avait pas énormément de gros dégâts. En revanche, là, ça commence à
s'aggraver. Ce n'est pas uniquement lié à la ressource forestière elle-même, c'est probablement lié à des évolutions du climat, puisqu'on sait que dans les archives forestières, il y avait déjà de grands dégâts de chablis qui étaient répertoriés au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors, pour imaginer ces situations-là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a écrit 3 scénarios. Le moins grave, si on peut dire, même s'il fait quand même déjà 175 000 hectares, c'est une séquence incendie après sécheresse. En volume, ça ne représente pas beaucoup. En surface, enfin pas beaucoup, disons 30 millions de mètres cubes, c'est l'équivalent d'une année d'accumulation dans nos forêts de métropole. Donc c'est quand même une année de stockage. Cela dit, quand on voit les autres histoires, c'est le moins impactant. Par contre, 175 000 hectares, c'est réellement beaucoup par rapport à ce qu'on a malheureusement l'habitude de voir brûler aujourd'hui en France. Et c'est seulement la moitié de ce qui a brûlé au Portugal en 2017. Dans la deuxième histoire, donc on a combiné tempête suivie de scolytes et d'incendies sur le bois résiduel qui n'était pas mobilisé. Donc là, on commence à avoir quelque chose de plus grave. Donc c'est équivalent à peu près à 2 fois Lothar Martin, 5 fois Klaus. Donc là, on a vraiment une crise qui devient très impactante. Alors, on a fait exprès de la situer sur une diagonale comme ça, non pas du vide, mais une diagonale qui maximise les dégâts. Il y a à la fois des résineux très mobilisés actuellement, il y a du chêne, il y a des feuillus de qualité qui peuvent être impactés. Et puis, surtout, alors là, 6 années de récolte, donc on est dans des crises vraiment tout à fait massives. Et la question que ça pose déjà, c'est la capacité de la filière à mobiliser ces bois. Le fait de se retrouver dépendant des achats d'importateurs de façon beaucoup plus massive, et ce que ça veut dire sur ensuite l'évolution des prix, la capacité de la filière à se cicatriser les arrière-effets. Et puis alors, surtout, disons, le résultat le plus marquant pour nous, ça a été la crise invasion biologique. Alors là, on a choisi l'émergence de maladies, soit sur les chênes, soit sur les pins. Et le type de maladie qu'on a choisi de reproduire, c'est quelque chose de type Callara. Alors pourquoi Callara? La raison, c'est que Callara, sur le frêne, a beaucoup d'impact sur les jeunes, un petit peu moins sur les vieux, et en tout cas, ça induit immédiatement une sorte d'impasse du point de vue du renouvellement des peuplements, ce qui veut dire qu'il faut immédiatement envisager un changement d'essence objectif, le temps qu'on ait trouvé des parades, si jamais on en trouve. Alors, pour le frêne, on voit que ça déstabilise quand même déjà la gestion forestière dans certaines régions. Et là, on a choisi de l'imaginer sur des groupes qui sont attendus à la fois comme très importants pour la valorisation du bois, mais aussi comme solution pour le réchauffement climatique, puisqu'on dit la France va avoir un climat qui se méditerranéise, ou un verbe comme ça, et donc on s'attend dans ce contexte à avoir une place plus grande pour les chênes et les pins dans les différents écosystèmes forestiers. Donc c'était là que c'était potentiellement le plus impactant d'imaginer une grande crise comme ça. Et là, ce qu'on voit, c'est que la forêt française, elle est quand même assez vulnérable à l'émergence de telles maladies. Et bien entendu, elle est beaucoup plus vulnérable par ses feuillus que par ses résineux, simplement du fait de la constitution de la ressource. C'est donc l'émergence d'une nouvelle maladie sur les chênes, surtout si elle s'attaque aux différentes espèces, qui serait la plus impactante. 800 millions de mètres cubes, évidemment, chacun de vous peut imaginer ce que ça représente, même si c'est étalé sur une période de crise d'une vingtaine d'années, ça fait quand même des pointes tout à fait considérables. Et ça nous paraît important de commencer à travailler dès maintenant pour des acteurs de grand impact comme l'ONF ou les coopératives sur comment est-ce qu'on peut se préparer stratégiquement à l'émergence de crises comme ça. Bien, j'avais une question de néophyte. On dit que pour l'homme, il pourrait y avoir l'apparition justement au développement de maladies ou des maladies, pourquoi pas tropicales, qui arriveraient dans nos régions. Ça veut dire aussi que ces maladies-là pourraient être accentuées par le dérèglement climatique ou ce type de maladie? Alors, le cas peut se produire. Celui qu'on a utilisé comme source d'inspiration n'est pas climatique. Oui, c'est pour ça. Il est lié simplement aux échanges internationaux, puisque Callara est une maladie à l'origine du frêne chinois, qui est arrivé en Europe par le commerce ordinaire, si j'ai bien compris. En tout cas, pas par l'action des forestiers. Donc, on peut avoir des émergences comme ça qui ne sont pas directement liées au climat, quoi. Et c'est pas nécessairement les dépendantes au climat qui sont les plus préoccupants, quoi.
Bien, en tout cas, on voit ici que 800 millions de mètres cubes, ça représente donc plus de quasiment 30 ans de stockage au niveau actuel. Oui, à peu près. 30 ans de ce qu'on stocke aujourd'hui dans la forêt. Ça veut dire l'occurrence d'une crise comme ça peut dégrader 30 années de notre excellent bilan carbone actuel que, on l'a vu tout à l'heure, on a choisi pour l'instant de localiser essentiellement dans le stockage dans la biomasse. Alors ça amène à réfléchir quand même à une chose, c'est-à-dire cette stratégie qui vise à mettre tout dans la biomasse, elle n'est pas très safe par rapport à des risques comme cela. Donc il serait probablement plus judicieux d'arrêter, de lever un peu le pied sur le stockage en forêt et puis d'investir plus dans la valorisation du bois et son stockage dans la sphère économique, dans les bâtiments, dans les procédés, dans la chimie, etc. Où là, on va avoir un impact sur l'atmosphère qui sera non réversible, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, donc ce truc-là. Je vais juste commenter, je crois que ce sera la dernière donnée, donnée produite par l'étude, qui est importante, c'est le volume moyen par hectare France entière. Alors ici, vous avez la situation actuelle, on est à 170 mètres cubes par hectare. Ça, c'est les régions extrêmes aujourd'hui. Les trajectoires récentes ici, domaniales, communales, forêts privées. Et puis ça, c'est les trajectoires anticipées par les différents scénarios. Pour chaque scénario, vous voyez qu'il y a une sorte de faisceau de courbe. En fait, c'est qu'on a utilisé différentes versions du modèle avec des paramétrages différents. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que pour chaque scénario, c'est la version la plus basse qui est probablement la plus crédible. Cela dit, vous voyez que dans les trois cas, on sort complètement du domaine historique en unité de volume moyen par hectare. Y compris dans le scénario intensification, on monte quand même au niveau national à plus de 200 mètres cubes par hectare. Ce qui recouvre une moyenne des régions PACA, enfin des régions à forte contrainte climatique. Donc ça indique quand même que les projections nous amènent dans une sorte de terra incognita du point de vue du niveau de capital sur pied. Et ça aussi, je pense que dans une logique de gestion durable de la forêt, ça doit vraiment interpeller sur la durabilité et la prise de risque associée à ces évolutions. Je suis sûr que ce type de graphique a joué un rôle important dans la position qu'a prise le ministère de l'écologie pour dire c'est ce scénario-là qui est pour nous une évidence. Il ne s'agit pas seulement donc de récolter du bois pour alimenter la filière et réduire nos émissions de CO2, il s'agit aussi, et ça c'est un argument fondamental, de sécuriser l'actif carbone forestier contre les événements souvent brutaux et en tout cas incontrôlables qui pourraient découler de l'apparition de grandes crises sanitaires. Donc c'est bien un jugement d'ensemble qui est porté par le gouvernement dans cet avis qu'il nous a communiqué, un jugement d'ensemble qui prend en compte la totalité des aspects du changement climatique et de la gestion durable des forêts. Voilà, je crois que... Ah oui, après, donc j'avais une petite série. Bon, on est déjà très en retard, je ne sais pas si... Si ça vous dit de faire une petite conclusion, puisque je vais inviter les uns et les autres à réfléchir maintenant à partir de ce que vous nous avez présenté, quelles actions peut-on entreprendre? Donc si vous pouvez, allez-y. Je vais les dire juste par des mots-clés, là ça tombe bien, c'est des photos. Un premier aspect, c'est renouveler plus rapidement que le rythme actuel, donc avec sans mollir, notamment sur la pratique de coupe rase, lorsque c'est nécessaire. Raccourcir les révolutions, c'est un message qui a été recommandé aux forestiers depuis plus de 20 ans, mais qui n'est pas toujours mis en œuvre. Il y a même des messages contraires qui se développent. Donc ça reste un élément de renforcement des forêts tout à fait important. Diversifier les modes de renouvellement des grandes espèces sociales. Dans le cas des chênes, des sapins par exemple, on a des choix assez variés sur la manière de les renouveler. On n'est pas condamné à faire de la régénération naturelle tout partout. Utiliser la diversité génétique produite dans les vergers à graines, dans certains cas, et là ça a été démontré pour le pin sylvestre, le matériel qui sort de vergers à graines a une diversité génétique supérieure à celle de la régénération naturelle obtenue sous les semenciers. Utiliser les résultats des arboretums en particulier qui peuvent servir de source d'inspiration sur le choix d'essences en diversification, en recherche de productivité. Utiliser aussi tous les boisements un peu atypiques. Je pense que chaque forestier a dû essayer dans sa vie des trucs un peu bizarres, mais tout ça, ça constitue aujourd'hui des collections de peuplement qui peuvent inspirer les aménagistes d'aujourd'hui.
valoriser le progrès génétique, c'est-à-dire continuer à améliorer nos essences de haute productivité, comme les peupliers cultivés par exemple, et quand on produit de l'innovation génétique, s'en servir. Ça, ce n'est pas un message que pour les forestiers, hein, mais c'est important de savoir parler de progrès génétique, par exemple. Hein. C'est encore un gros mot, mais c'est important. Mettre en valeur les sols, le cas échéant, en plantant des résineux, y compris dans des stations à feuillus. Ça, il y a des tas de situations où c'est possible. Là, je vous ai montré à dessin la forêt domaniale de Bellem qui produit du mérin, du chêne à mérin de très haute qualité. Hein, ça, c'est voilà. Et le reste de la parcelle a été planté en Douglas, et vous voyez à peu près la différence de performance que vous connaissez, bien sûr. Et puis, un dernier petit élément, c'est la performance carbone de ces différentes espèces. Vous savez, on dit souvent, oh, les feuillus, d'accord, ça pousse pas lentement, mais c'est dense, donc au total, pour le carbone, c'est meilleur que les résineux. Bon, ben là, le calcul a été fait, et il n'y a pas photo. Hein. Le Douglas, l'épicéa sont des performeurs en termes de quantité de carbone fixée par hectare et par an, par la parcelle, très, très supérieure aux chênes et aux hêtres. Et ce qui est intéressant, c'est que le charme se glisse dans le palmarès ici. Ce qui veut dire que ce n'est pas un problème, on va dire, dogmatique d'opposition feuillus résineux. C'est les espèces ont leur trait biologique, compte tenu de la manière dont on les fait pousser aujourd'hui, qui sont ceux-là. Et donc, quand on va discuter sur l'usage des terres forestières, ces critères-là deviennent importants, bien entendu. Hein. Voilà. Merci pour cette présentation très dense. On va évidemment vous applaudir. Alors, il y a beaucoup de choses. Il nous reste un petit peu de temps. Si on avait eu encore plus de temps, je vous ai proposé de réfléchir par petits groupes de 4 ou 5, mais là, ça va être compliqué géographiquement parlant à mettre en place. Je vous propose maintenant simplement, à partir de tout ce que vous a dit Jean-François Dodd, de vous demander quelles actions maintenant on pourrait entreprendre. C'est quoi la prochaine étape d'après vous? Ah, il y a déjà une main qui se lève, déjà plein d'idées. Allez-y, monsieur. Pour en fait, rebondir sur votre question, j'ai une question. Allez-y. Est-ce que la sylviculture de type bouteille régulière ou sylviculture sans coupe rase est compatible avec ce que vous proposez ou pas? C'est pas tellement en ligne avec tout ça, disons, parce qu'elle fonctionne beaucoup par l'utilisation de la régénération naturelle. Et on voit bien, quand on déplie l'ensemble des préconisations, que très souvent on est amené à proposer des changements de matériel végétal. Donc on utilise d'autres provenances, on utilise des variétés améliorées, nouvelles, produites en verger à graines. On va utiliser carrément d'autres espèces. Donc on voit bien que dans toutes ces situations-là, c'est bien l'itinéraire coupe-rase-plantation qui est approprié. Et évidemment, on peut en faire en irrégulier, mais ce n'est pas très efficace économiquement. Plus la question, évidemment, de se prémunir des dégâts de gibier, qui est encore plus insoluble quand on est en irrégulier, quoi. Donc je dirais que moi, je vois l'irrégulier aujourd'hui comme une sorte de sylviculture de niche, ce qu'il n'est plus aujourd'hui, parce qu'il est très largement souhaité et recherché par beaucoup de forestiers. Mais je pense par rapport aux enjeux écologiques des décennies qui viennent, il n'est pas très adapté. Et c'est les chercheurs qui en sont fans eux-mêmes qui le montrent dans leurs publications. Je voulais simplement faire un petit commentaire, si vous me permettez, monsieur le sénateur, vous poser une question. Le commentaire, c'est merci Jean-François, parce qu'on voit qu'à travers la recherche, l'ensemble des connaissances qu'on a récoltées, aujourd'hui, avec tous les forestiers de notre génération, on a un panel de solutions. On n'est pas les bras ballants en se disant, eh bien, on a une catastrophe devant nous qui est liée au réchauffement climatique, on ne sait pas quoi faire. On voit le chemin. Ce chemin, et c'est là où je me retourne vers vous, monsieur le sénateur, ce chemin, ça demande un choix politique qui, je le crois, Jean-François, ne coûte pas, parce que si on met le coût de tout ça, c'est un certain coût, mais c'est sans doute un coût bien moindre que d'autres solutions. Et c'est un avantage fantastique, c'est que c'est une solution naturelle qui peut créer de l'emploi sur nos territoires, de l'emploi fixe, et tout ça sans dégrader l'environnement, mais en l'enrichissant, parce qu'à aucun moment on ne t'a entendu dire que ce type de solution viendrait détruire nos écosystèmes et la biodiversité propre à ces écosystèmes. Et je me retourne vers vous, monsieur le sénateur, pour avoir votre avis sur ce choix
que doit faire la société aujourd'hui et ce choix que doit faire la classe politique qui nous gouverne en France. Avez-vous une confiance suffisante pour penser que ce choix puisse être pris de consacrer une partie de notre budget, du budget de l'État et du budget de la France vers ce type de solution? Je ne suis pas ministre des Finances déjà, ni ministre de l'écologie, donc bon. Non, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai cru entendre il y a quelques jours que les surfaces de forêt augmentaient tous les ans. Et que donc, cette forêt, effectivement, c'était pas c'est de la génération spontanée, si je puis dire. C'est ce que monsieur disait tout à l'heure, c'est de la déprise agricole. Bon, on l'a, moi je l'ai dans ma commune, par exemple, une commune de Sologne, où j'ai plus d'agriculteurs. Bon, tout maintenant, il n'y a pratiquement plus non plus de culture à gibier. Donc tout, au bout de 10 ans, vous avez de la forêt. Mais de la forêt qui est pas du tout de la bonne forêt, je dirais, parce que c'est du saule, c'est quelque chose qui n'est pas du tout valorisant pour le terrain. Mais ce qu'il va falloir qu'on essaye d'augmenter, c'est la construction en bois. Moi, je sais que dans ma commune encore, il y a de plus en plus de maisons en bois. Alors, qui sont plus ou moins jolies. Je vais oser le dire, parce que, bon, c'est des fois des parallélépipèdes qui sont posés les uns au-dessus des autres, qui sont en bois, effectivement, mais bon, c'est pas, au niveau architectural, c'est pas génial, je dirais. Et des fois, on embête des gens pour une certaine... pour des constructions où on voudrait qu'il y ait les toits à telle pente et ainsi de suite, et là, c'est des toits complètement bas. Mais moi, j'ai une question également, c'est au niveau de la production, avec tout ce qui part en Chine. En fait, on a 20 ou 30% de la production du bois français qui part en Chine et qui nous revient, en plus qui revient chez nous, transformé en parquet ou autre. Donc c'est ça me gêne un petit peu, surtout que les usines de transformation ont diminué. Alors il y a quelque chose qui m'a choqué tout à l'heure, c'est quand vous avez dit qu'on avait accepté la désindustrialisation de la France. Je dirais qu'on a été obligé, parce que c'est le contexte qui a fait que tout est parti à l'étranger. Je pense que c'est une acceptabilité très obligatoire, si je puis dire. Donc voilà. Donc au niveau du gouvernement, effectivement, je pense que ce qu'on met en avant, c'est le bois, effectivement, et qu'il faudrait conserver ce bois. Et je pense que M. de Rugy est également d'accord de ce côté-là. Merci à vous, Monsieur le Sénateur. Vous voulez commenter, Jean-François Bonne? Je crois qu'il y avait un autre. Vous vouliez dire quelque chose? Non, plutôt laisser parler. J'ai beaucoup parlé. Oui, bon, quand on considère des prévisions en termes de changement du climat, on se dit, voilà, à ce moment-là, il ne faut plus être forestier, parce qu'on ne sait pas vers quelle catastrophe on s'oriente, mais on s'est tenté qu'on admette le principe du réchauffement climatique. Je pense que c'est partagé sans doute par 95% de la population mondiale. Les évolutions du climat, à mon avis, si on maîtrise, il faudrait maîtriser 100 paramètres, peut-être qu'on n'en maîtrise que 45 ou 50, ce qui fait que vous disiez, monsieur, qu'on irait vers un climat peut-être méditerranéen, mais pourquoi on n'irait pas aussi vers un climat tropical? En fait, on n'en sait rien, il suffit que les masses d'air se déplacent de manière inconnue pour que finalement, ce qu'on imagine être la nouvelle forêt ne corresponde pas
à ce que va être le véritablement bouleversement, réchauffement climatique. Je pense que vous avez aussi bien fait de souligner que les essences qui sont perdues, comme l'orme, celles dont on peut espérer qu'ils vont s'en tirer comme le frêne, ben finalement ça n'a rien à voir avec le climat, c'est uniquement des questions d'échange, hein, puisqu'effectivement si un champignon n'était pas venu des États-Unis, ben, il y aurait l'orme, enfin je pense que l'orme serait toujours là, il n'y aurait pas la graphiose. Si effectivement on n'avait pas importé des essences de Chine, il n'y aurait pas la calarose. Donc on se rend compte que finalement, si on coche toutes les cases, bah, finalement la forêt elle résiste bien au climat, elle résiste peut-être un petit peu moins aux échanges anarchiques. Donc peut-être qu'au niveau de l'État, la première chose c'est de procéder à peut-être à davantage de contrôle. Si on parle que de ces deux essences, le frêne et l'orme, je crois qu'il y a on est en train de cultiver un certain nombre de nos chênes communs un peu partout dans le monde pour voir comment notre chêne commun, donc qu'il soit le sessile ou le pédonculé, réagit en Chine, réagit au Japon, réagit en Malaisie, enfin dans d'autres pays. Est-ce qu'il a l'air résistant pour le moment? Donc peut-être qu'on peut se dire au moins on va conserver les 3/4 de nos essences. Et puis la dernière peut-être question que je voudrais poser, pour l'avenir, s'il y a vraiment donc, un bouleversement climatique catastrophique, est-ce qu'il faut faire du bois ou il faut faire de la forêt? Parce qu'en fait, on peut faire de la forêt sans forcément faire du bois. Avec les techniciens de la coopérative, en fait, dans notre massif, on a consacré quelques petits hectares, enfin même pas quelques hectares, quelques dizaines de mètres carrés sur du chêne vert, par exemple. Bon, moi, dès que je vois un chêne vert, je tourne le regard, c'est très beau. Ça a l'air très résistant à peu près à tout, on imagine même au feu, mais a priori ça ne fait pas un grand bois de qualité. Mais au moins c'est de la forêt. Voilà, désolé de vous avoir un petit peu tout livré en désordre, mais je profitais de la circonstance. Merci. Je réponds juste à la toute dernière question. Je pense que faire de la forêt sans faire de bois, ça peut être très coûteux. Dans certains cas, même, c'est beaucoup plus coûteux. Alors, il y a des chiffres. L'ONF a cédé des forêts domaniales à des régions pour s'en servir de parcs d'attractions. Le coût par hectare d'entretien était immédiatement 10 fois supérieur. Bon. Donc, il faut avoir ça en tête. Produire du bois, ça fournit, quand on le fait de façon multifonctionnelle et durable, les moyens de financer l'entretien de la forêt, tout en alimentant en produits, quoi. Donc, l'exemple du chêne vert est intéressant, mais il y a toutes sortes de bonnes surprises à attendre, il n'y a pas que des mauvaises. Et pour pouvoir les voir se manifester, c'est important de diversifier ces options. Je pense que c'est un message important à dire dans des régions comme ici, où c'est quand même massivement des régions de chênes et un peu de pins sylvestres, enfin pas mal. On a de la marge pour essayer d'autres choses, même si le milieu est très contraignant dans ces régions. C'est vraiment important de s'obliger à essayer d'autres choses, parce que là-dedans, les aléas et le climat vont forcément trier et nous sortir et dans le lot, il y aura des bonnes surprises. Donc je pense que le fait de multiplier un peu les boisements atypiques, créer des arboretums comme un acte de gestion ordinaire, c'est des choses qui me paraissent être de bon sens. Et c'est effectivement assez coûteux d'installer un arboretum, mais je pense qu'on doit pouvoir trouver des financements atypiques de type mécénat, les banques, etc., des fonds mondiaux qui s'intéressent à Bill Gates, etc. Donc je pense que des approches comme ça sont une manière d'être actif, faire quelque chose, ouvrir le champ des possibles. C'est ça qui est important, au lieu de le restreindre comme essayent de le faire certains mouvements dans la société qui font la chasse aux résineux, la chasse aux machines, etc., quoi. Ouvrir le champ des possibles, je crois que c'est vraiment le message de synthèse pour le changement climatique. Merci à vous. Je vous invite donc à passer le micro à Monsieur le Président Bertrand Servois. Moi, je tiens à remercier... Ces applaudissements, on va pouvoir les renouveler à Jean-François Doth. C'était tout à fait ce qu'on souhaitait que vous puissiez nous dire, c'est de savoir un peu dans quel contexte hypothétique, selon les différents scénarios qu'on peut imaginer, on va se trouver, nos bois vont se trouver dans les années à venir. Et d'avoir cette vision de scientifiques qui ont pu réfléchir à toutes ces composantes. Je crois que l'ensemble des questions que vous avez pu poser, les échanges qu'on a eus, montrent l'intérêt de la chose, et je tiens à vous en remercier beaucoup. Je voudrais qu'on vous applaudisse encore. Ce que je retiens principalement de ce que vous nous avez dit dans les contextes d'évolution climatique
qui vont jouer dans les décennies à venir, c'est la première chose, arrêtons de surcapitaliser dans nos forêts. C'est peut-être le message qu'il faut entendre là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut récolter déjà, mobiliser. Ça veut dire qu'il faut, pour mobiliser vos bois, il faut qu'il y ait des gens qui s'intéressent à trouver des marchés. Ça, c'est le rôle de vos coopératives. Pour, après, savoir quoi faire, comment renouveler. On vous a dit tout à l'heure, si c'est pour laisser pousser du taillis derrière, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est que vous mettiez à la place des bois que vous allez couper, des essences qui sont productives, dont la société a besoin, qui vont pousser vite, qui vont capter davantage de carbone, etc. Sachez que vous n'êtes pas seul, pour plein de raisons. D'abord, vous avez fait un très bon choix de ne pas travailler tout seul, avec votre savoir, le savoir de vos précédents, de votre père, de vos ancêtres, etc. Mais vous acceptez de discuter avec quelqu'un de manière durable et dans le temps. Pourquoi? Parce que même si vous connaissez par cœur vos bois, en 10 ans, on voit bien les uns et les autres que les choses changent, que les réactions des différentes parcelles au traitement que vous avez utilisé et mis en place ne sont pas forcément les mêmes. Qu'il y a des éléments extérieurs, il y a des maladies, il y a eu des tempêtes, il y a des choses comme ça qui arrivent et qui vous obligent à réfléchir à comment gérer de manière durable vos bois et vos forêts. Donc d'avoir un interlocuteur régulier, même si la personne physique change, d'avoir une coopérative, vous savez que vous bénéficiez de tout ce travail qui est là-dedans. Sachez également que les coopératives ne sont pas seules. À l'ensemble des coopératives, elles sont 17 en France, il y a un travail très régulier à tous les niveaux, des directeurs, des techniciens, sur certains sujets techniques, de reboisement, etc. On a parlé d'arboretum tout à l'heure. Nous avons un projet de remonter un arboretum propre aux coopératives. Et c'est quelque chose d'assez important pour être situé. Comment vous aidez, vous autres, volontaires, forestiers, à renouveler vos bois, etc. Il y a les résultats financiers des coupes précédentes, lorsqu'il y en a. Ça ne suffit pas toujours. On voit que dans certains cas, lorsque vous avez un hectare d'épicéa qui est du scolite, vous n'en tirerez pas un revenu important. Donc il faut des aides là-dessus. Ces aides, il y en existe, des initiatives par des interprofessions. Je cite ici la société, l'organisme Duramen pour la région centre, petite initiative locale, mais qui de l'aide au reboisement dans certains cas. C'est encore assez embryonnaire et ça ne demande qu'à se développer. Il y a quelque chose qui a été monté par l'ensemble des coopératives et qui maintenant est ouvert à tout le monde, qui s'appelle Plantons pour l'avenir. On en est, au bout de 4 ou 5 ans, à plus de 3000 hectares qui ont été replantés, financés de cette manière-là, par le produit du mécénat d'entreprise. C'est quelque chose d'important. Il faut aller faire toc-toc dans des grandes entreprises, expliquer en quoi ce mécénat peut être utile dans l'image de l'entreprise et l'utilité qui en est faite. C'est quelque chose, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander des informations à votre technicien. Plantons pour l'avenir peut faire des prêts à très long terme à 0% d'intérêt et le premier remboursement sont faits lorsqu'il y a des coûts d'éclaircie au bout de 30 ans. Je vous demande pardon. Et puis, ça ne suffit pas encore, ça. Je me tourne vers le représentant de l'État qui est là, et c'est quelque chose sur lequel je travaille vraiment au quotidien, c'est de sensibiliser notre gouvernement sur l'intérêt pour l'économie générale du pays de voir ces forêts se renouveler pour toutes les réponses, pour toutes les questions qu'on a vues tout à l'heure. Il existe des sous. Ces sous sont très mal utilisés et sont très inutilisables. Alors ça se traduit par quoi? Par des procédures d'accès aux aides qui rendent la chose absolument détestable. C'est des dossiers gigantesques, dans des délais très courts, avec des questions qui font que la moitié de ces aides qui existent aujourd'hui, elles sont très faibles, mais la moitié n'est pas utilisée. C'est un scandale absolu. Il faut le savoir. Donc la demande que l'on fait au gouvernement à tous les niveaux, que ce soit au niveau du ministère, dans les régions, etc., et même après avec l'équivalent sur les aides européennes, c'est la simplification de ces dossiers, la visibilité, c'est-à-dire qu'on sache quelles sont les possibilités là-dedans, d'avoir des accès simples, des aides au forfait
et non pas avec un travail stupide de contrôle de toutes les factures, de tous les devis qu'on vous demande. Ça, c'est votre boulot de responsable forestier que de faire le meilleur choix après de l'opérateur qui va venir travailler chez vous. Ce n'est pas l'administration de le faire. L'administration doit vous dire, si vous voulez planter 1 hectare de Douglas ou 1 hectare d'épicéa ou de pin maritime ou de chêne, je pourrais vous financer tant de l'hectare, ça sera forfaitaire, je vérifierai que vous avez fait le boulot quand même. Ça, c'est normal. Mais de faire votre travail, de comparer les devis les uns par rapport aux autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire un paquet de papier, ça veut dire des délais, ça veut dire des choses comme ça. Ce n'est plus utilisé et ce n'est pas utilisable. C'est un véritable scandale. Donc on travaille là-dessus au niveau national de manière régulière. Sachez que vous n'êtes pas seul, sachez que vos coopératives travaillent ensemble là-dessus pour les itinéraires techniques, pour trouver des débouchés commerciaux, quand ça soit à l'export, etc. Et pour répondre à votre question, monsieur le sénateur, nous sommes dans une économie ouverte. Là-dessus, ça veut dire que tous, nous, forestiers, on doit faire des efforts de productivité et savoir quels sont les itinéraires à mettre en œuvre pour faire des régénérations, des plantations à moindre coût. Ça veut dire que les industriels aussi ont un gros travail à faire pour accepter une concurrence internationale. Il faut savoir quand même, pour être raisonnable, les Chinois ont un besoin immense de bois pour leurs propres besoins. Donc la partie qui revient en bois d'œuvre travaillé en Europe est quand même faible. Mais c'est de la concurrence et c'est vrai qu'elle gêne un peu nos industriels. À eux de lutter très très fort là-dessus. Je voudrais vous remercier les uns et les autres de votre participation, vous féliciter d'être fidèles et de travailler avec votre coopérative. Et alors je vous souhaite un courage gigantesque pour entamer tout ce qu'il faut pour pouvoir réduire ces gaz à effet de serre dans les années à venir. Merci.